Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo spéciale, la double review de Double or Nothing et de Night of Champions. Voilà, comme je vous avais dit, je fais une vidéo un peu spéciale pour éviter d'avoir un morceau catch trop chargé le mois prochain. Et donc, je réagis à chaud. Je profite aussi de ce lundi de Pentecôte, vu que c'est férié, pour justement préparer cette review. J'ai vu les deux shows en direct. Donc, il y a eu beaucoup de travail aussi pour faire cette review, revoir le show. Voilà, donc je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé, hein, toujours avec ma franchise qui me caractérise. Voilà, j'espère que ça vous plaira et que vous écouterez ça au plus grand nombre. Et on va pas perdre de temps. On va commencer tout de suite par la review de Double or Nothing. Comme d'habitude, voilà, j'ai mis le poster avec la note du coup globale du pay-per-view. Voilà le poster avec la note globale du pay-per-view. Et bien donc voilà, j'ai donné un 3 étoiles à cette édition de Double or Nothing. C'est une note qui est plutôt correcte, mais qui est quand même assez faiblarde globalement et en dessous je dirais des standards de la All Elite. Hein, et c'était un peu aussi à l'image de la hype, hein, qui malheureusement, hein, n'est plus autant au rendez-vous qu'avant, parce que il y a beaucoup de problèmes dans cette compagnie. J'ai beaucoup de difficultés par rapport à ce qu'elle était avant, et j'ai beaucoup de problèmes avec Tony Khan, qui pour moi est le cœur du problème et qui en fait beaucoup trop, et on l'a vu encore dans ces matchs. Je veux bien que le mec soit passionné, c'est bien d'être passionné, et encore heureux qu'il soit passionné, parce que sinon il a rien à faire là, mais à un moment donné il faut savoir se canaliser, il faut savoir bien doser les moments, et ne pas se comporter comme un fanboy et comme un gros marque, parce que là c'est un énorme marque, Tony Khan, et le mec c'est comme un enfant dans un magasin de jouets, et il a envie de tout acheter, il a envie de tout prendre, et il a envie de se faire ses petits kiffs, de se faire ses petits bookings, de se prendre toutes les figurines de tous ses catcheurs préférés qui ont bercé son enfance, et il a envie de se faire ses petits dream match. Voilà un peu comment je perçois Tony Khan, et ça se voit encore une fois. Et il en fait beaucoup trop, et je dirais le forcing autour de Roche Cassidy est purement insupportable, mais purement insupportable. Et là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Là franchement c'est trop. Jericho, très compliqué, vraiment très compliqué, et encore de l'overbooking à ne plus savoir qu'en faire pour une feud qui était pourtant très prometteuse. Lethal et Jarrett, franchement rien à faire là, avec Karen Jarrett, encore de l'overbooking. Bref, c'était encore très indigeste. Wardlow Cage, évidemment encore de l'overbooking, hein, avec Luchasaurus, avec Anderson. En plus Cage qui se fait mal, on a un peu peur pour lui, et voilà, bon, ça se finit comme on pouvait s'y attendre, mais c'était vraiment pas terrible. Hater qui était blessé, on se doutait c'était même pas sûr que le match ait lieu, et bon, finalement ils ont fait un espèce de match angle match, j'ai envie de dire, ou segment match, pour finir comme ça avec une petite protection, et encore de l'overbooking évidemment, hein. Bref, voilà, ça fait quand même beaucoup. House of Black, franchement, contre une équipe, voilà, j'en parlerai tout à l'heure, mais franchement, les adversaires, de qui se moque-t-on, parce que c'était prévisible, ultra prévisible, c'est n'importe quoi, et le match très décevant, et c'est pas du tout la House of Black que j'ai envie de voir. C'était vraiment très flat comme match. Cargill contre Valkyrie, bizarrement je l'ai trouvé mieux que ce que je pensais. Cargill fait plutôt une prestation correcte, bien aidé aussi par Valkyrie, qui est quand même une taulière du ring, et quelqu'un de très expérimenté. Donc ça a aussi bien aidé. Donc le match au final, on s'en sort plutôt pas mal, et quand même avec un post-match marquant, mais encore une fois très prévisible, et qui, bien que ce soit l'un des bons moments de ce show, l'un des même rares bons moments de ce show, ça fait passer Valkyrie au second plan, et c'est ça aussi que j'aime pas trop dans l'affaire. Heureusement, on se termine avec deux gros matchs qui étaient mes moments préférés du show, hein. Ils avaient heureusement gardé le meilleur pour la fin, avec le Four-Way Pillars, qui était un très bon match de catch, voilà, avec des très belles manœuvres, très belles combinaisons. Ça s'est bien enchaîné, il y avait du suspense, et là c'était vraiment un très bon match, une fin que j'ai trouvé vraiment superbe, vraiment très intelligente, j'en reparlerai tout à l'heure. Et enfin on termine avec ce carnage, hein, cette anarchie dans l'arène, entre le BCC et The Elite, hein. On savait que ça allait être un gros bordel, hein, on avait vu le premier déjà comment c'était, parfois un peu too much, mais on passe un bon moment, et puis il y a forcément cette fin qui était aussi très prévisible, avec l'intervention de Takeshita et de Don Callis pour donc le heel turn de Takeshita, voilà, et puis on sait très bien ce
qui va se passer par la suite. Voilà, bon, c'était du gros bordel, hein, tout le monde n'aimera pas ça, mais voilà, moi j'ai kiffé, voilà, c'était très cool, c'est quand même un peu les seuls actuellement qui savent raconter des histoires, hein, l'élite, donc on va pas, on va forcément va falloir qu'on s'en contente, hein, parce que il y a pas grand chose d'autre, hein, à se mettre sous la dent, hein, il faut le reconnaître, hein. Voilà, donc 3 étoiles pour ce show qui est quand même pas fameux et je dirais même l'un des moins bons, hein, que la EW ait eu à produire dans son histoire, hein. Je suis peut-être dur, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, hein. Franchement, les matchs étaient pas terribles globalement, beaucoup d'overbooking, et comme je le disais, ils en ont fait trop et finalement ils ont réservé le meilleur pour la fin, quoi. Mais je suis désolé, on peut pas, même si on a eu deux gros matchs à la fin, on est obligé de se rappeler de ce qu'il y a eu avant. Et donc on peut pas finir en se disant ah c'était génial et tout. Ah non non, il y a 9 matchs dans ce pay-per-view, donc 2 gros matchs c'est bien, mais il y en avait 7 derrière à scoltiner, hein, donc on peut pas occulter tout le reste, quoi. Donc quand tu prends la globalité du show, je suis désolé, c'est assez décevant, et donc c'est à l'image malheureusement de ce que Tony Khan est en train de faire de sa compagnie, et moi ça m'inquiète en fait. Ça m'inquiète de plus en plus, quoi. Il faut vraiment changer les choses et que Tony Khan baisse un peu le pied, laisse un peu la responsabilité au booking à d'autres hommes qui en a quand même pas mal dans leurs équipes, qui pourrait faire bien mieux que ça. J'aimerais bien que l'élite aussi remette un peu les mains dans le cambouis à ce niveau-là, hein, par exemple. Même un Danielson, enfin il y en a tellement, je vais pas citer tout le monde, mais il faut vraiment qu'il délègue, parce que là, puis Collision qui va arriver, franchement, ça va pas arranger les choses, hein. Très franchement, bref, je suis assez inquiet pour la compagnie, hein, qui ne progresse plus dans les audiences, et malheureusement ce show est symptomatique de ce que là où l'élite est en train de faire actuellement. Voilà, et c'est ça qui m'inquiète. Et ce que je voulais dire aussi sur ce pay-per-view, c'est que dans sa globalité, franchement, tout était prévisible de A à Z. Franchement, si je devais faire des pronostics, enfin si je vous avais fait une vidéo, j'aurais fait un sans faute. Pour être très très honnête, tous les résultats sont bons, du début à la fin. L'intervention de Takeshita, je l'avais prévu aussi. Le retour de Statlander, je l'avais prévu aussi. Les interventions d'Arn Anderson, Luchasaurus et tout était prévisible. Franchement, là, de ce côté-là, ça manquait quand même de surprise, quoi. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu le petit truc qu'on n'a pas vu venir, quoi. Et ça, bon, c'est souvent ça, hein, malheureusement, là où l'élite, c'est qu'il y a beaucoup de choses prévisibles dans les pay-per-view, globalement. Voilà un peu ce que je pouvais dire, donc, pour, on va dire, le ressenti global de ce pay-per-view. Maintenant, donc, je vais vous présenter le graphique, hein, qui récapitule toutes les notes dans le détail de ce pay-per-view. Voici le graphique. Donc le 21 Man Blackjack Battle Royal 3,75. Le Call contre Jericho 3 étoiles seulement malheureusement. FTR contre Lethal et Jarrett 3 étoiles et quart. Wardlow contre Cage 3,5. Storm contre Hater. Voilà, il n'y a pas eu grand chose, j'ai pas pu le noter, ça me paraît logique. House of Black contre The Acclaim et Billy Gunn, 3 étoiles et quart. Cargill contre Valkyrie, 3 étoiles, donc vous voyez c'est des notes assez compactes, hein, qui sont très proches les unes des autres, dans cette première partie de show, et même les 2 tiers. Et puis heureusement, il y a eu quand même ces 2 grosses pépites, pour terminer quand même les 2 matchs que j'attendais le plus, ça aussi d'ailleurs. MJF contre Guevara contre Perry contre Aline, les 4 piliers, 4 étoiles 75, noté très élevé. Et enfin le main event entre le Blackpool Combat Club et The Elite, 4,5. Voilà pour les notes. Voilà, maintenant on va aller dans le détail des matchs. La Blackjack Battle Royale, 3,75 donc pour la note. Un match qui avait commencé de façon assez bizarre, hein, puisque il y avait la plupart des mecs qui étaient à l'extérieur, donc c'est pas forcément une façon habituelle de commencer une bataille royale, hein, même si effectivement en restant à l'extérieur, au moins on reste en sécurité, mais je trouvais qu'il y en avait quand même beaucoup, donc c'était un début étrange, d'autant plus qu'après, juste après, on voit Trent Beretta qui nous fait un moonsault, Commander qui joue les funambules comme d'habitude sur la 3e corde pour sauter sur tout le monde à l'extérieur, donc on se dit mais attendez, là ils sont en train de s'auto-éliminer là. C'était assez bizarre, et en fait le commentateur leur précisait, ils étaient pas encore entrés sur le ring. Donc à partir du moment où tu pénètres pas sur le ring, t'es pas considéré comme éliminé. Bon, ok, c'était un peu tiré par les cheveux, mais allez, passons. Donc le début était un peu compliqué. Mais comme je vous voyais, j'ai mis 375, donc c'est globalement que j'ai aimé le match, parce que, moi, comme je le dis souvent, une bonne bataille royale, pour moi, c'est une bataille royale qui raconte des histoires. C'est pour ça que j'avais plutôt bien aimé celle de Raw dernièrement, hein, celle de la victoire de Mustafa Ali. J'attendais, au vu des hommes en place, j'attendais justement qu'on développe les storylines, et notamment les rivalités du moment, et c'est ce qu'on a eu. Donc, notamment entre Keith Lee, Dustin Rhodes, et Swerve et Brian Cage.
Ils l'ont fait, voilà. Brian Cage qui élimine Keith Lee, voilà, ça s'est bien, ça s'est bien passé comme ça. Voilà, Swerve qui élimine Dustin Rhodes après que Cage ait été éliminé, voilà, ça se racontait bien. Et on a eu aussi en parallèle l'histoire entre Juice Robinson, Jay White et Ricky Starks, avec, pareil. Une histoire qui est développée ensuite entre eux et intéressant aussi de voir que les Lucha Brothers semblent en tout cas s'aligner avec Ricky Starks pour peut-être feuder avec Jay White, Juice Robinson et donc du coup il manquerait un troisième homme, donc à mon avis je pense ça va finir en feud à 3 contre 3 et qu'on va avoir un troisième membre ce qu'on appelle le Bullet Club Gold, donc peut-être je pense un David Finlay pour reconstituer l'ancienne team Finn Juice. Donc David Finlay et Juice Robinson, d'autant plus que maintenant, il a tourné il est leader de Bullet Club du côté du Japon maintenant, Finlay. Donc ça pourrait se raconter s'il a du temps. Bon, vu qu'il est champion Never, bon, c'est pas un titre qui est souvent défendu au Japon, on le voit pas souvent ce titre. Bon là il va te défendre à Dominion, mais je pense que du coup ce serait logique de le voir du côté du Bullet Club Gold chez All Elite, et puis pourquoi pas El Fantasmo, qui est l'adversaire d'ailleurs de Finlay à Dominion, qui pourrait rejoindre le côté des heels, le côté des faces pardon. Et bon, il manquerait du coup un heal. Bon bref, voilà. En tout cas, je pense que ça va être une guerre de clans qui va s'annoncer. Donc ça c'est plutôt bien raconté. Et il y a aussi les FTR qui sont venus sauver Ricky Starks de l'attaque de Jay White et de Juice Robinson en coulisses juste peu de temps après durant le show. Donc ça peut être aussi finalement FTR qui vont venir aider Ricky Starks et non pas les Lucha Brothers. Bon. Ça a peut-être finalement plus les FTR que les Lucha Brothers. Bon bref, ça pourra en tout cas faire une guerre de clans quoi qu'il en soit. Quelques éliminations aux F aussi, voilà, parce que forcément il y a des hommes, on sait pas trop ce qu'ils foutent là, et puis c'est assez random, voilà, tout ce qui est Varsity Athletes, etc. On sait très bien que ça va pas aller bien loin. Et un Final Four, du coup, entre Penta, Big Bill, Orange Cassidy et Swerve, et avec quand même un Big Bill, voilà, qui est pas forcément un grand catcheur, on le sait, mais que je trouve qu'il a plutôt bien paru, en éliminant Ricky Starks quand même, qui était quand même l'un des favoris du public, ça c'était plutôt étonnant, et Penta aussi, donc il aura quand même éliminé deux chouchous du public, et il sera quand même éliminé après juste avant la fin, je crois que c'était Swerve qui l'élimine, et on a donc ce final entre Swerve et Orange Cassidy, je trouvais que j'ai bien aimé ce final, parce que c'est quand même un final un peu haletant, avec du suspense, ça rappelait un peu le final entre Gunther et Cody Rhodes au Royal Rumble, avec un peu d'épicness. On s'approche du rebord du ring, on se maintient encore, on sait pas trop qui va tomber. Prince Nana, aussi le manager de Swerve qui tente aussi de foutre sa merde, mais Cassidy tient le coup, et puis finalement il va éviter le double stomp. Enfin, il va contrer le double stomp au Cassidy de Swerve en faisant une ruade, et alors c'est ça que j'ai moins aimé, au lieu d'en finir avec son orange punch, il fait un petit coup de pied désinvolte sur le bras de Swerve pour le faire tomber. Bon, là j'ai moins aimé parce que ça donne l'impression que c'était un peu trop facile finalement d'éliminer Swerve. J'aurais préféré qu'il y ait quand même un orange punch justement. Bon, je sais bien que ça rentre dans son personnage, du côté un peu branleur et désinvolte, mais bon, ça j'ai moins aimé, surtout après une guerre, une bonne bataille finale. Mais voilà, hormis ça, voilà, je trouve que c'était plutôt bien fichu comme finish, en tout cas comme finale entre les deux hommes, qui peut-être aussi amener à un vrai match entre les deux, et peut-être justement avec la revanche et peut-être la victoire de Swerve qui pourrait être intéressante. Et à mon avis, je pense qu'il serait bien placé pour prendre le titre. Voilà, mais comme je le disais en introduction, voilà, c'est pas une surprise. Orange Cassidy, c'est un énorme chouchou de Tony Khan, et on sait, c'est quelqu'un qui vend aussi des t-shirts. Il fait partie des meilleurs sellers du roster, Orange Cassidy. Et il bénéficie d'un overpush assez incroyable. C'est incroyable, le mec il peut s'enfiler tout le roster à lui tout seul. Alors que le mec, c'est qu'un petit gringalet qui met ses mains dans ses poches et qui fait le con, quoi. Voilà. Et c'est ça qui me dérange depuis le départ, avec ce personnage, qui est un très bon catcheur en plus, c'est pas le problème. Moi, ce qui me pose problème, c'est son booking. Je le trouve qu'il est beaucoup trop cheaté et beaucoup trop mis en valeur, et qui gagne beaucoup trop de matchs. C'est ça devrait être un mid-carder qui devrait être plus un underdog, et pas un mec qui gagne autant de matchs qu'un main eventer, quoi. Et là, c'est un main eventer, vu son traitement, je suis désolé. Donc le mec, à un moment donné, on va le voir face à MJF, quoi.
Quand il aura perdu son titre, il va aller chercher MJF. C'est même pas impossible que ça arrive. Donc c'est trop quoi. Et on nous Tony Khan nous le sort à toutes les sauces, toutes les semaines, les best friends et Cassidy quoi. Et c'est trop. Donc et voilà, je savais, j'avais parié sur Cassidy, hein, je m'en doutais. Hein. Tu pouvais mettre 20 mecs face à lui, ça changeait rien. Il est cheaté quoi. Voilà, c'est ça qui m'énerve, ça fait partie des choses qui m'agacent un peu à la All Elite. Mais voilà, mis à part ça, bon voilà le résultat, victoire donc de Cassidy. La Battle Royale donc a réussi à remplir quand même à cocher certaines cases. La plupart des cas, je dirais, en racontant quelques histoires, en développant certaines rivalités, avec un peu de suspense sur la fin, avec un bon duel final. Voilà, j'ai trouvé ça fun, plutôt un bon choix d'opener. Voilà, donc globalement, voilà, je suis peut-être un poil généreux, mais je serais peut-être plus à 3,5, mais bon, allez, j'ai mis 3,75 parce que globalement, j'ai passé un bon moment. Et voilà, même si ça me fait un peu mal de voir des Penta, des Phoenix, des Swerve et même des Jay White, quoi. Jay White pour ses débuts, quoi. Enfin, le mec, c'était quand même le free agent le plus chaud du moment. Enfin, c'était celui qu'il fallait prendre, quoi. Bon, voilà, le gars, bon, il commence très doucement à la All Elite, hein, dans une bataille royale avec plein d'autres mecs. C'est pas génial, hein. J'espère qu'il va grimper les échelons assez vite, parce que là, c'est quand même pas le meilleur des débuts, je trouve, pour Jay White, hein, qui va commencer par une petite feud de mid-card, voilà, avec Starks et puis certainement d'autres hommes autour. Hein, c'est bien parti pour être ça. Et je pense franchement que Swerve va détrôner enfin Cassidy pour lui donner un peu de crédibilité. Voilà, et ça sera très bien, parce que Swerve, je trouve qu'il est bien ressorti, il a bien paru. Il est apparu d'ailleurs tardivement dans le match, hein, il est resté sur la rampe et il est revenu un peu en parrain là. Allez, cette fois-ci, j'entre sur le ring, ça y est, c'est parti. Voilà, j'ai plutôt bien aimé. Il a bien paru et c'est pour moi quelqu'un qui va compter, qui va prendre quand même un peu de poids. En tout cas, j'espère qu'il prendra ce titre international très prochainement. Le match suivant, le Call contre Jericho dans un non-sanction match avec Sabu comme enforcer, un spécial enforcer du match, qui sort absolument de nulle part. Hein, juste pour dire que ouais, il est du coin, il est de Las Vegas. Adam Cole l'a fait sortir de son trou pendant le Go-Home Show là de Dynamite. Franchement, ça sort de nulle part, mais absolument nulle part. Il a absolument rien à faire dans l'histoire. C'est du n'importe quoi. C'est encore du Tony Khan qui a envie de se faire son petit kiff et de sortir une légende encore de son trou, quoi. Voilà, c'était juste un petit kiff de plus, quoi. Et ça n'a absolument rien à faire là. Là, le build-up, ils en ont fait vraiment trop et ils ont complètement surbooké le truc, hein, enfin overbooké le truc, quoi. C'est-à-dire que toute la Jericho Appreciation Society, Britt Baker, The Outcast, le retour de Roderick Strong, ils en ont mis beaucoup trop dans l'histoire, alors que c'était simple. T'avais deux hommes qui voulaient en découdre, t'avais de bons échanges, de bonnes punchlines entre les deux là dans un segment justement micro. Et puis c'est là que c'est parti en couille avec les filles qui sont arrivées, le drama, Cole qui se fait menotter, etc. quoi. Et c'est ça que j'ai pas aimé en fait dans le build-up, ils en ont fait beaucoup trop. Et puis ce Sabu qui arrive là-dedans, mais pourquoi? N'importe quoi. Du coup, Sabu arrive. Et en fait, il s'en prend à Jericho, à tout la JAS, une petite guerre de KPDP avec des chaises, avec Jericho. Il s'en prend carrément à lui. Et puis il fait son petit move, hein, parce qu'on se doutait bien qu'il allait faire un truc. Il fait un petit splash sur une table, hop, qui s'écrase. Ok, bon, je pensais qu'il allait faire au moins un dive avec une chaise comme il faisait avant. Bon, peut-être que c'est un peu dépassé maintenant pour lui, hein, il peut plus trop le faire. Et puis voilà, et puis il vire tout le monde et puis il se barre. Voilà, 2 minutes de Sabu, tout ça pour ça. Je sais pas, pour moi un Special Enforcer c'est censé être quelqu'un qui rôde autour du ring et qui vérifie qu'il n'y a pas de problème, on va dire, et qui pourrait éventuellement prendre la place de l'arbitre en cas de problème, hein. C'est comme ça c'est ce qu'on a vu souvent. Et d'ailleurs je pensais que ça allait être ça et qu'on allait avoir un bum d'arbitre pour que Sabu prenne la place de l'arbitre. Après, comme j'ai vu Aubrey Edwards, je me suis dit ouais, une femme qui prend un bump ouais, c'est pas trop le style de la maison, on fait pas trop ça en général. Donc du coup ça devient compliqué. Bon, et puis effectivement Sabu est parti, quoi.
il est parti. Et puis le match a enfin commencé. Bon, je trouvais que c'était un peu léger. Le match, ouais, il est finalement assez décevant. Heureusement, bon, bah, Jericho, comme il est assez cuit. Voilà, il a du mal à vriller. Son Lion Salt, il est juste, hein, il est juste sur la rotation. Le Panama Sunrise, il a du mal aussi à faire la vrille nécessaire et du coup, le move est pas beau, la réception est pas belle. Donc ça c'est sur ce type de manœuvre maintenant un peu aérienne, Jericho il commence à être vraiment rouillé. Heureusement qu'il peut compenser par on va dire sa capacité à bien raconter les histoires, à être assez old school et à te vendre un match de par son attitude et puis tout ce qu'il peut vendre et puis toute sa psychologie. Mais sinon c'est compliqué quoi, Jericho malheureusement, bah, c'est le poids des âges. Voilà, on utilise un peu les armes, hein, normal, hein, c'est un section. Mais je crois que c'était un peu flat, je trouve globalement. Ça a pas, ça, J'aurais m'attendais un petit peu plus, je dirais, un petit peu de plus de violence, que ça aille un petit peu plus loin. Voilà, ça ronronnait globalement. Voilà, la partie extincteur, c'était pas génial. Le coup avec la chaîne, ça pouvait rappeler un petit peu justement la partie où Cole avait été menotté. Ça, c'est pourquoi pas pour le rappel. Britt Baker qui arrive, bon. Pourquoi pas, parce que bon, ça rappelle aussi donc du coup ce qui s'était passé avant. Saraya qui revient aussi, etc. Bon, ça, voilà, on s'en doutait. Heureusement, ça n'a pas trop duré longtemps. Euh, mais du coup, la fin de pont un peu à plat. Adam Cole tombe sur la table. Voilà, c'était pour le petit spot marquant. Et puis bah ouais, donc effectivement, les commentateurs en parlent à un moment donné, assez tôt dans le match. Apparemment, Jericho avait des problèmes à l'œil, hein, bah ça s'est fini comme ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu le boom, au premier boom, et un deuxième avec la chaîne qui se prend en pleine gueule, et puis bah, Adam Cole qui martèle Jericho de coups de poing au niveau justement de l'œil, et on voit qu'il a un cocard, et Aubrey Edwards regarde, et puis elle arrête le match, quoi. Arrête l'arbitre. J'ai trouvé cette fin quelque peu anticlimatique. On a l'impression que c'était pas prévu, ou que c'était en tout cas une fin, je dirais, quelque peu avortée, que ce match aurait peut-être dû durer un petit peu plus longtemps que ça. C'était peut-être la vraie fin, hein, qui était prévue, mais là le cocard on le voit, hein, donc là ça peut pas être, tu peux pas le masquer, enfin tu peux pas le fabriquer ce cocard, hein, il l'avait vraiment, je pense qu'ils ont vraiment, je dirais, un peu abrégé la fin à cause de ça, pour pas aggraver son œil, quoi. Donc du coup bah ça tombe un peu à plat malheureusement, et le public, ça se voit, hein, le public est hein. On l'entend, hein, et il est pas très satisfait de ce finish. Et moi donc, hein, c'était pas trop ce qu'on attendait, et bon, ça tombe un peu à plat. Du coup, voilà, bah, je suis sur un petit 3 écart, quoi. C'est pas ouf, quoi. Donc, quand on a deux mecs comme ça, on pouvait avoir une feud bien plus intéressante, beaucoup plus, je dirais, simple dans sa construction, hein, et pas tout ce qu'il nous a fait là, Tony Khan. À nouveau, la philosophie du trop, hein, c'est toujours le même problème. L'assise mort, hein, comme on dit souvent. Ben là, franchement, voilà quoi, ça tombe à plat, et on se dit ouais, ok, ben Cole gagne la feud, hein, c'est logique, il fallait le faire. Il va certainement être l'un des challengers de MJF à l'avenir, peut-être le prochain, on verra. Mais voilà, on n'en ressort pas avec le sourire, quoi. C'était pas génial, quoi. Ok, c'était ok, quoi. Mais Jericho, c'est compliqué en plus dans un ring, quoi. Voilà, donc 3 écarts, quoi. J'ai pas grand chose de plus à dire, quoi. Je m'attendais peut-être à un retour de Kyle O'Reilly, éventuellement pour faire le nombre, hein, puisque la Jericho Precision Society est en grand surnombre. Sabu, bon, bah, voilà, il était là comme ça. Mais bon, Roderick Strong, voilà, et Cole, c'était un peu léger, donc je m'attendais peut-être au retour de Kyle O'Reilly. Bon, ça va peut-être venir plus tard. Bobby Fish, là, par contre, ça va être un peu plus compliqué, là, par contre. Là, je pense qu'on verra pas les quatre, on risque pas de revoir les quatre ensemble. Mais voilà, donc c'était assez décevant, et ça mérite pas plus qu'un 3 étoiles, et encore, je suis peut-être même encore un poil généreux. Allez, maintenant, on va passer au match suivant. FTR contre Jay Little et Jeff Jarrett, hein, la Team TNA, avec Mark Briscoe comme arbitre spécial, hein, un match qui déjà à la base puait l'overbooking à nouveau, hein, et c'est ce qui s'est passé, hein, on le savait. Voilà, un match qui tournait autour un peu du choix, je dirais, de Mark Briscoe, comment il allait se comporter, est-ce qu'il allait être impartial, ou est-ce qu'il allait peut-être prendre parti pour l'une des deux équipes, hein. Voilà, il y a eu un petit peu de drama durant le build-up. Bon, voilà, je pense que c'est à nouveau, hein, Tony Khan quand même qui a voulu faire en sorte de placer Mark Briscoe dans une storyline, hein, voilà, parce que bon, évidemment il a eu ce deuil, hein, le père de son frère, et il a voulu quand même le mettre dans un programme. Voilà, bon, mais j'aurais aimé quand même un meilleur programme que ça, hein. C'était quand même globalement assez comique, hein.
Je vous parle même pas du segment qu'il y a eu à la ferme, hein, dans la ferme des Briscoe. C'était quand même assez spécial, je dirais. Et voilà, bon bah, les FTR, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Hein. C'est une grande équipe, hein, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais bon, les adversaires. C'était plus laborieux, je dirais. Hein. C'est pas forcément une équipe qui m'excite particulièrement, Jeff Jarrett et Jay Little. C'est pas un rythme endiablé. Et c'est surtout de la hit, quoi. C'est une équipe un peu à l'ancienne, heel à l'ancienne, avec Sanjay Dutt, hein, je veux dire, le manager qui essaie de gruger un petit peu à l'extérieur. Et puis Karen Jarrett qui était aussi là, donc c'est pour aussi foutre le bazar. Et voilà, c'était un peu ça les éléments en place. Donc il y a quelques beaux moves. Voilà, il y a évidemment le Big Rig, enfin le finish de FTR. Et puis évidemment il y a l'overbooking, le moment drama quand Harwood esquive un coup de guitare de Jarrett, et sauf que il a pas vu que derrière il y avait l'arbitre, il y avait Mark Briscoe qui se prend un coup de guitare, donc à nouveau le même drama que l'autre fois. Ah mince, oh mince, Briscoe se prend un coup, oh merde, mais c'était pas voulu. Et comme l'autre fois où il avait parti un pile driver, mais il avait été aveuglé, donc c'était pas vraiment volontaire. C'est un peu le même esprit. Et puis bon ben voilà, j'en parlais justement avant avec Aubrey Edwards, je lui disais tout à l'heure justement, bah, elle pouvait pas se prendre un bump, c'est comme si une femme, c'est un peu délicat. Et ben là, se prend quand même un gros coup de guitare, mais par Karen Jarrett, hein, donc on n'ose pas le faire par une femme, hein. On n'ose pas le faire par un homme, pardon. Donc c'est Karen Jarrett qui s'y colle, voilà, pour essayer de remplacer donc l'arbitre. Hein, elle voulait remplacer l'arbitre, donc ça n'a pas pu se faire. Et voilà, donc les Heels ont repris l'avantage. Et puis bon, finalement, Mark Briscoe se réveille, il fait le compte, mais il y a le dégagement. Du coup, Jeff Jarrett n'aime pas ça, il s'en prend à l'arbitre, il lui dit je t'avais demandé de compter plus vite que ça, etc. Et puis derrière, forcément, Mark Briscoe finit par se rebeller sur Jarrett et le frapper. Et puis derrière, le Big Rig. Et la victoire 1-2-3, victoire des FTR qui conservent évidemment leur titre, hein. Il le fallait absolument, sinon ça aurait été la hit nucléaire, parce que bon, FTR c'est quand même l'équipe sur laquelle il faut vraiment miser pour les mois et les années à venir, et c'est eux qui doivent notamment servir de porte-étendard de la division tag team qui a quand même pas mal régressé, hein, alors que c'était quand même leur force, hein, c'était quand même la meilleure division tag team du monde, hein, on pouvait le dire. Mais là, bon, on s'est quand même tapé des The Acclaimed ou des Gun Club dernièrement avec les titres. Donc heureusement que FTR a récupéré les titres, et heureusement donc, du coup que Jay Little et Jeff Jarrett ne les ont pas récupérés. Donc on s'attend maintenant à de meilleures affiches. Apparemment, Mark Davis de l'équipe Aussie Open n'est pas blessé trop longtemps, donc on devrait pouvoir le revoir assez vite. Et c'est tant mieux. Hein. Et puis ils ont signé chez All Elite, hein, donc on a vu ça. Donc ça, c'est une super équipe aussi Open, donc j'ai hâte de voir le FTR aussi Open. Peut-être que ça sera pour Forbidden Door, même si bon, du coup, vu qu'ils sont à l'élite, bah ça respecte plus trop je dirais l'idée du New Japan contre All Elite, hein. Donc ce sera peut-être pas Forbidden Door, on verra bien, mais en tout cas ce match on va l'avoir, hein, et ça c'est vraiment un dream match par équipe. Ça va vraiment redonner, je dire, à la division tag team de All Elite ses lettres de noblesse, hein. Ça c'est ce match qui va vraiment nous faire beaucoup de bien. Voilà, donc pas grand chose à dire, c'est un match un peu old school, avec de l'overbooking à ne plus savoir qu'en faire, et bon, finalement le bon choix, et puis Mark Briscoe qui finalement se rebelle quand même, et puis qui profite au face. Il y avait peut-être la possibilité que Jay Little aussi turn face, finalement se retourne contre contre Jeff Jarrett, en se disant bon, finalement l'amitié est plus fort que tout, puisqu'il y a aussi une grande amitié entre Jay Little et Mark Briscoe. Voilà, ça aurait pu aussi se raconter, mais voilà, ça suffit comme ça. Voilà. C'était pas une storyline qui était très très passionnante, j'ai envie de dire. J'espère qu'on verra des choses un peu plus intéressantes, aussi bien du côté de FTR que du côté notamment de Mark Briscoe, quitte à remettre en selle du côté de la ROH, lui redonner des bons matchs compétitifs, et ce sera très bien comme ça, quoi, parce que là c'était assez cartoonesque, va dire, son rôle dans toute cette storyline. Et un 3 écart pour la note de ce match, hein, je pense que ça ne mérite vraiment pas plus. Allez, maintenant on va passer au match suivant. Wardlow contre Cage dans un ladder match, j'ai mis un 3,5. Voilà, c'est pareil, hein, un match qui était évidemment overbooké, et c'était prévu qu'il en soit ainsi, avec Luchasaurus et Arn Anderson forcément des deux côtés. Et le match commence, je dirais, de façon assez classique, même si on a du mal à tenter de monter à l'échelle. On est plutôt sur un combat, je dirais, et des échanges, mais on va pas chercher tout de suite l'échelle.
Et finalement, ça prend un peu son temps. Il y a quelques beaux moves, quelques belles manœuvres. On sent que quand même Wardlow, il a de bonnes capacités in ring, hein, même athlétique. Et il sait aussi voler de temps à autre, hein, malgré son gabarit assez imposant. Il est capable aussi de faire des belles senton bombs. Voilà, bon, bah, il y avait des tables qui avaient été disposées à l'extérieur, hein. Christian se retire des tables. Wardlow qui va tenter sa senton bomb justement une première fois. Ça s'envoie du coup à l'extérieur. Et voilà, bah, à un moment donné, forcément, bah, il y a l'intervention de Luchasaurus pendant que Wardlow monte à l'échelle. Voilà, puis Arn Anderson arrive. Bon, il y a le moment cartoonesque, hein, on voit très bien qu'il a quelque chose dans la bouche, Arn Anderson. Et puis voilà, il souffle dans le. Enfin, il souffle. Enfin, en tout cas, il est mort, on va dire. Il est censé mordre le pouce de Luchasaurus. Et évidemment, il ressort en sang. Mais bon, on voit bien qu'il avait une capsule, hein. C'est exactement le même principe que le Mist, hein, d'ailleurs, hein. Une petite bille. Ce qui fait que du coup, il en a plein la bouche, en Anderson. Et puis, bah, du coup, il y a du faux sang sur le pouce de Luchasaurus. Bon, ça, c'était assez cartoonesque. Et puis, il finit dans un sale état, du coup, en Anderson, hein, vu sa tête. Et puis, bah, et puis quand il arrive, Anderson, il donne quand même quelques mots à Wardlow et il plonge de façon assez athlétique sur l'échelle. En même temps directement pour aller chercher Cage qui était en train de la grimper, mais bon, on voit bien que l'échelle elle est pas très solide, elle se plie en deux et bon, tout se casse la gueule. On voit une chute quand même qui est pas très belle de la part de Cage. On s'inquiète à ce moment-là. Il retombe durement à l'extérieur. On se demande, il y a l'arbitre qui regarde. On se demande s'il s'est pas blessé, hein, ce qui aurait été déjà encore ce qui aurait été assez catastrophique. Bon, finalement, bon, on le voit se relever un peu plus tard de peine et de misère, donc ça avait l'air d'aller, mais sur le coup, c'est vrai que c'était quand même pas très rassurant. Donc je sais pas vraiment ce qui était prévu, si c'était vraiment ça ou si l'échelle devait vraiment se casser la gueule. Mais en même temps, vu sa solidité qui était quand même très discutable, je suis pas sûr qu'elle devait tomber comme ça. Donc du coup, bon, je pense que, mais en même temps, comme il fallait qu'il y ait cet instant overbooking et puis cet instant, je dirais entre Luchasaurus et Anderson, je pense quand même que Cage devait s'absenter un petit moment, histoire justement de leur laisser la place. Donc je pense qu'il devait y avoir ce spot et que du coup, on est plus parti sur du selling à la jambe plutôt plus qu'autre chose de la part de Cage, hein, enfin visiblement, hein, et tant mieux, hein, parce que si ça n'est que du selling. Et voilà, bon bah après. Il y a eu évidemment le gros spot pour se débarrasser de Luchasaurus, la belle Swanton Bomb à la Jeff Hardy, du haut de l'échelle sur les tables qui était très belle. Ça c'était un très beau spot. Voilà, c'était le meilleur moment du match, je dirais. Et puis bah, derrière, Cage qui tente de remonter l'échelle, Arn Anderson pousse un peu l'échelle, ça retombe Cage retombe dans les bras de Wardlow, powerbomb, et puis voilà, bon, mais il en finit, et puis il va chercher la ceinture. Heureusement, conservation de Wardlow, c'était logique, il le fallait. Moi, j'étais pas du tout favorable à ce qu'il y ait un échangement de ceinture, même si je sais que j'ai vu beaucoup de fans qui disaient qu'il faudrait que ce soit Cage. Mais bon, déjà qu'ils avaient quand même beaucoup mis à mal le booking de Wardlow, qui prenait la ceinture, qui la reperdait, qui la reprenait. Son momentum avait été foutu à la poubelle alors qu'il était hyper over suite à son face turn et à sa feud face à MJF. Ça avait déjà bien du mal à décoller. Ils ont fait n'importe quoi. Enfin, encore une fois, Tony Khan a fait n'importe quoi avec Wardlow. Donc, à un moment donné, il faut un peu rétablir les choses. Donc, c'est bien qu'il conserve. Mais par contre, faudra cette fois-ci lui donner un règne quand même suffisamment long et dominant et plus convaincant que ça, hein, parce que là les échanges de ceinture, un coup je la perds, un coup je la reprends, à un moment donné ça suffit quoi. Là ça fait je crois 3 fois maintenant qu'il est champion de TNT, c'est bon quoi. Voilà, on verra ce qui va se passer après, peut-être que Luchasaurus sera le coup d'après, moi c'est comme ça que je voyais les choses, mais ce sera peut-être quelqu'un d'autre qui a rien à voir. Mais bon, Luchasaurus juste en enforcer, bon j'aimerais bien qu'on en voit un peu plus de sa part quand même, parce que c'est quand même aussi un bon performeur, quoi, un bon catcheur. Et Wardlow aussi d'ailleurs, hein, donc ça serait bien que Wardlow on lui montre, on le mette davantage en avant et qu'on arrête de lui faire perdre sa ceinture à tout bout de champ. Cette fois-ci qu'on lui donne un vrai règne. Vraiment de plusieurs mois en tant que champion de TNT. Voilà, donc ce 3,5, voilà, c'était sympathique, il y avait deux, trois beaux spots, c'était aussi un peu old school, mais bon, c'est le côté overbooking aussi, bon, ils en ont fait encore un peu trop, hein, c'est comme d'hab encore, on en fait un peu trop, j'aurais pas au-delà de 3,5 donc pour la note. Allez, maintenant on va passer au match suivant. Tony Storm contre Jamie Hayter pour le titre féminin de la All Elite, hein, donc un match qui posait question, hein, parce que jusqu'au début du pay-per-view, on n'était même pas sûr que le match aurait lieu, suite à la blessure de Jamie Hayter, hein,
qui était réel, hein, pour le coup. Alors évidemment, ils ont un peu worké le truc, notamment avec des attaques à Rampage, hein, des attaques répétées de The Outcast sur l'épaule de Jay Hater. Mais en réalité, bon, ça cache une vraie blessure. Du coup, c'était pas sûr que le match ait lieu. Donc, mais bon, en kick-off, ils mettaient toujours le visuel. Donc, bon, du coup, on se disait que bon, ils allaient faire quelque chose quand même. Mais moi, j'hésitais en fait. Je me disais, soit ils vont pas faire le match, et ils vont faire un segment, ou soit ils vont avoir, il va avoir lieu, et puis en fait, ils vont en faire une espèce de squash, quoi. Et c'est ce qui est arrivé en fait. Hein, ça rappelle justement Cage, hein, contre Jungle Boy. Il avait gagné, mais Cage, mais hyper vite, hein, grâce à une intervention, je crois, il y avait de Luchasaurus, mais parce qu'il était blessé en réalité. Donc le match n'avait pas pu avoir lieu comme prévu, quoi. Et c'est un peu pareil. Et donc, je me doutais malheureusement du changement de titre pour Jimmy Hater. Hein, c'est un peu triste, mais c'était à prévoir, quoi. Si elle est blessée pour de vrai, voilà, il peut pas conserver son titre. Donc, et puis je pense que il y a deux raisons à cela aussi, c'est que ça permet à Tony Storm de prendre le vrai titre, je dirais, au l'élite, hein, parce qu'elle l'avait déjà détenu, mais c'était de façon intérimaire. Suite à la blessure de Thunder Rosa. Donc là, ça permet de corriger un petit peu l'histoire en lui donnant le vrai titre. Et aussi de crédibiliser un petit peu le The Outcast, hein, parce que quand même ce clan, voilà, maintenant qu'il est formé, ce clan Hill, pour le rendre un petit peu plus dominant, voilà, c'est mieux quand même d'avoir la championne de la All Elite en son sein, quoi. Donc je pense que c'était aussi ça l'objet. Maintenant, j'ai pas noté ce match. J'ai pas pu noter ce match, il dure même pas 5 minutes, et puis c'est déjà overbooké dès le départ, et on s'en doute. Je peux même pas chier sur ce match, parce que, évidemment, je pense que si elle avait pas été blessée, Jim Hater, on n'aurait pas eu ce scénario, enfin, où il y aurait eu une intervention, mais il se serait pas déroulé de cette façon-là, il aurait pas été aussi court, bien sûr, et donc je suis obligé d'avoir un petit peu d'indulgence. Mais voilà, bon forcément c'est overbooké. T'as tout le clan qui s'en prend, qui attaque déjà dès le départ, durant son entrée, Hater, donc Saraya et Ruby Soho. Donc du coup elle met du temps à rentrer sur le ring. Et puis voilà, Soho enlève la protection du coin, il y a la bombe d'arbitre, il y a la bombe de graffiti là pour venir asperger les yeux de Jimmy Hater avec. Enfin c'est déjà très très overbooké. Et puis elle prend quand même un petit peu le dessus à un moment donné. Hater, elle fait quand même son ripcord Lariat, dégagement de Storm. Et puis à nouveau, elle veut le tenter à nouveau. Et puis du coup il y a elle le repousse dans le coin. Storm repousse Hater dans le coin, qui était déjà avec la protection qui était retirée. Bon, c'est mal foutu parce qu'on voit bien que c'est plus Hater qui fonce elle-même dans le coin sans protection plutôt que Storm qui la pousse vraiment. Hein. Et puis du coup elle enchaîne avec son Storm 0, 1, 2, 3, victoire de Storm. Voilà, c'est de la merde. En soi c'est de la merde, c'est un finish pourri. Le match il est à la poubelle. Mais voilà, mais je peux pas le noter, et voilà, comme vu les circonstances et sa blessure de Hater, bon, je suis obligé d'être un peu indulgent, sinon je donnerais une note pourrie, quoi. Bon voilà, bon c'est un peu moche, quoi. C'est un peu moche pour Hater. Maintenant bon il y a la perspective de All-In, le fameux pay-per-view à Londres, qui va avoir lieu cet été, donc espérons qu'elle revienne vite, quoi, parce que pour avoir au moins peut-être l'occasion de reprendre son titre, et à Londres en plus, enfin donc du coup dans son pays, parce qu'elle est anglaise, donc ça serait une belle histoire. Ce serait bête qu'on lui prive de ce pay-per-view à Londres, à grande échelle, hein, quand même, à Wembley, hein, il y aura beaucoup de monde, donc ce serait quand même dommage de passer à côté de ça. Et puis ce que j'ai pas aimé non plus, c'est les interventions de Baker et de Shida, qui étaient prévisibles, hein, je les attendais, hein, donc c'était complètement prévisible, mais elles arrivent bien tard, elles arrivent après la bataille, quoi. Qu'est-ce qu'elles foutent? Elles étaient où, quoi? Je veux dire, elles ont eu tout le temps d'intervenir, les Outcasts, mais ouais, où était Baker? Où était Shida, quoi? Elles sont revenues bien tard. Pour intervenir, quoi. Donc voilà, on continue la feud, hein, entre les trois. Puis on va voir le tag mixte aussi entre Jericho et Saraya, et Baker et Cole, hein, d'ailleurs à Dynamite, hein, c'était booké. Donc voilà, donc il y a toujours cette feud en parallèle, et avec du coup le clan Baker, on va dire, et les Outcasts aussi. Donc voilà, donc on joue un peu la montre, mais vu que Hater est sur le bas côté, Shida et Baker, va peut-être falloir qu'elle se trouve une troisième partenaire. Donc ça on verra comment ils vont arranger ça. Mais voilà, donc bon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. C'était pas ce qu'on attendait, parce que sur le papier ça aurait pu être un très bon match, hein, parce qu'en plus les deux se connaissent très bien, elles ont une super alchimie normalement, donc ouais, voilà, bon, c'est un peu gâché, mais voilà, il y avait des circonstances atténuantes, j'ai envie de dire. Allez, maintenant on va passer au match suivant. La House of Black, dans un Open Challenge,
pour les titres trio et dans les nouvelles règles, les nouvelles règles de la House of Black, les Open House Rules match, ils ont pu faire ça déjà 2 fois, je crois. On a pu le voir en weekly notamment. Voilà, des règles un peu spéciales. On est dans la pénombre avec une lumière un peu zébrée dans le public, pourquoi pas, une atmosphère particulière. Voilà, no DQ. Il y a le décompte à l'extérieur est de 20. On peut choisir son adversaire. Il n'y a pas de tag. Voilà, en gros, c'est un peu ça les règles. J'ai pas tout dit, je crois, il en manque d'autres. Mais bon, ce que je trouve déjà incohérent à la base, c'est que The Acclaimed et Billy Gunn avaient déjà gagné un title shot puisqu'ils avaient gagné une bataille royale pour justement être challenger au titre trio. C'était le 13 des maillots, donc le 3 mai. Le 3 mai, cette bataille royale un peu spéciale. Ils avaient gagné ce title shot. Et pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps? Et pourquoi, surtout, ce match entre la House of Black et donc The Acclaimed et Billy Gunn n'a pas été annoncé pour le pay-per-view? Pourquoi ils ont gagné leur title shot? Pourquoi en faire du coup un open challenge sans savoir leur adversaire? Du coup ça spoilait tout, enfin on savait très bien que ça allait être eux les adversaires puisqu'ils avaient gagné ce title shot. Et même si c'était pas eux, admettons que ce soit pas eux, eh ben ça n'aurait pas de sens non plus puisque du coup ça donnait une chance à une autre équipe alors que justement The Clan et Billy Gunn avaient eu ce title shot avant. Donc pourquoi est-ce qu'une autre équipe leur serait passée devant? Donc dans les deux cas, dans les deux cas de figure, ça n'avait strictement aucun sens de le faire comme ça. Donc cet open challenge n'a pas de sens. Donc voilà, on part déjà sur de mauvaises bases, il faut quand même le reconnaître. Et puis forcément, quand tu vois les The Acclaimed et Billy Gunn arriver, t'es pas surpris. T'attends que ça, t'attends que quoi. Donc voilà, puis c'est pas des adversaires très très voilà qui te hype vraiment le match. Bon, on notera quand même le petit rap de Caster avec une petite phrase sur évidemment pour Bobby Matthews, en gros, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu te fais cocufier par un mec, par que t'es cocufié est remplacé par un mec qui s'appelle Dominique, évidemment c'est par rapport à Replay, et donc Dominique Mysterio, on avait bien compris. Voilà, bon, ça mange pas de pain, une petite pique sympatoche, voilà, qui fait grincer des dents. Mais le match, bon, je lui ai mis 3 écarts, quoi. C'est sympatoche, mais c'était pas ouf, quoi. Ça ronronnait, et puis surtout le public qui roupillait. Alors je sais pas si c'est la lumière tamisée qui donnait envie un peu de faire une sieste, mais c'était un silence de bibliothèque, quoi. Heureusement que de temps à autre, notamment The Acclaimed, ils essayaient de faire participer le public, quoi, voilà, pour les réveiller un peu, parce que là, oh la vache! C'était le grand calme, le grand silence. Et puis on était en plein milieu de show, donc en plus c'était le moment où on commence à un peu à baisser le nez, quoi. C'est normal, mais là, match dans le noir, ouais, forcément, en plein milieu de show, ouais, là tu te reposes, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. C'était un match un peu pour se reposer. Moi j'attends bien plus que ça de la part notamment de la House of Black, quoi. C'est des destructeurs les mecs. Enfin regardez les 3 mecs, quoi. C'est des armoires à glace. Enfin un peu moins Black, mais je veux dire le mec il est quand même dangereux, quoi. Et quand tu vois ce trio, ça fait peur, quoi. Et donc je veux dire les mecs ils devraient détruire leurs adversaires. Et ça ronronnait, quoi. Ça ronronnait. Il y a juste un bon travail à la jambe sur Anthony Bowens. Mais à part ça, pas un vrai travail de démolition tel que je l'attends, moi, de la part de la House of Black, quoi. Pas d'intervention d'ailleurs de Julia Hart, elle est restée sagement à l'extérieur. Voilà, donc ça passait pas mal de temps à s'en prendre à la jambe de Bowens. Voilà, il y a eu ce hot tag, voilà, Billy Gunn qui est arrivé tardivement pour faire ses 2 faits masseurs, voilà, pour essayer pour la petite pop. Et puis quand même. Derrière, Malakai Black arrive et puis boum, allez, un gros Black Mass, fait dodo, au revoir, 1, 2, 3. Voilà, heureusement le passage de Billy Gunn fut court et heureusement c'est le vétéran qui prend le pin, ça c'est la bonne chose, c'est la bonne nouvelle. Voilà, bon il n'y avait pas de suspense évidemment, puis avec ces nouvelles règles Open House Rules, forcément tu peux pas leur faire perdre les titres tout de suite, il faut un peu prendre le temps de justement de se familiariser avec ces nouvelles règles, avec ce système on va dire propre à la House of Black. Donc il va y avoir quand même je pense un bon nombre de matchs sous ces nouvelles règles pour qu'on se familiarise et puis pour aussi construire le règne de la House of Black et puis cette lumière tamisée. Donc ça va durer je pense un bon petit moment et je pense que même à All-In à Wembley on aura encore ces 3 là avec les titres et qui feront peut-être aussi un match dans la pénombre. On verra combien de temps ça va durer sur ce règne. J'espère que ça va durer assez suffisamment longtemps et puis qu'ils auront des adversaires bien plus, je dirais, costauds
que c'est Clem et Billy Gunn, voilà, bon, faut pas rigoler quoi. J'espère qu'on va construire des bons trios, en phase 2 quoi. Voilà, le match est ronronné quoi. C'était un match de milieu de carte où on a besoin un peu de souffler et là et de retrouver un second souffle. 3 écarts, voilà, j'ai pas pu donner plus quoi. Ça aurait même pu être 3 mais oh, voilà, c'est un match qui va pas vraiment rester dans les annales, ça c'est sûr. Allez, on va passer maintenant au match suivant. Jet Cargill contre Taya Valkyrie pour le titre TBS. Voilà, c'était la deuxième chance pour Taya Valkyrie qui s'était fait avoir la dernière fois parce qu'elle n'avait pas le droit de porter son Road to Valhalla, puisque c'est un peu ça l'histoire, c'est que les deux filles ont finalement le même finisher, le Road to Valhalla et le Jaded, en fait bon, finalement il y en a une qui a porté cette prise avant ces deux femmes, c'était bien sûr Phoenix puisque c'était le Glam Slam, c'est le même move. Donc voilà, ça porte un peu là-dessus. Et donc Taya ne pouvait pas porter ce finisher alors que Jade Cargill pouvait le faire. Et donc ça avait fini avec de la hit, donc on se doutait qu'il y allait avoir une revanche, et puis voilà, c'est ce qu'on a eu donc dans ce pay-per-view. J'étais pas forcément très confiant pour Valkyrie, même si c'était une deuxième chance. J'y croyais pas, je la voyais pas être celle qui allait détrôner Jade Cargill, et par contre je croyais davantage en celle qu'on verra après. Le match, voilà, il est quelconque, je dirais qu'il est moins pire que ce que je pensais. Merci quand même Taya, qui est quand même une routière du ring, qui a beaucoup parcouru le monde, on l'a vu un peu partout. Elle a aussi quand même un sacré palmarès, et Madame Morrison, John Morrison. Du coup, elle a quand même pas mal aidé aussi Jade Cargill en portant donc ce match. Elle a eu quand même des petites tentatives, elle a quand même fait ce gros stomp là où il y avait peut-être une chance de passer, ce qui n'a pas été le cas, et elle a quand même réussi à porter son Road to Valhalla, plutôt bien vendu par Jade Cargill, et c'est ça qui est drôle, c'est que elle vend plutôt bien le Road to Valhalla, Jade Cargill, et donc elle arrive à se relever à 2,99 quand même, ce qui est peu de gens arrivent à s'en sortir d'habitude. Et puis juste derrière, Jade Cargill, elle va porter son JD sur Valkyrie qui va moins bien le vendre. Du coup, c'est ça qui est drôle finalement. Et victoire de Cargill. Voilà, bon, ça n'a pas duré bien longtemps je voyais pas de changement de titre. Le match, il est acceptable, mais il y a eu des pires avec Cargill. Enfin, de toute façon, la plupart c'était des squash. Et quand ça dure un petit peu, c'était pas la folie. Il y en a eu deux trois qui sortaient un petit peu du lot, mais bon, avec Cargill, les meilleurs matchs, c'est du 3,5 pas plus. Et là, celui-là, je suis même pas à 3,5, je suis à 3 quoi. Je vais pas bien plus loin quoi. C'était encore un match assez quelconque. Et derrière, bon on se doute un peu de ce qui va se passer, c'est ça. C'est que du coup, moi, c'est ce que je voyais. Sterling qui fait une promo en disant, voilà, attendez. Là, on a battu tout le monde. Et puis Cargill, de toute façon, elle peut affronter n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Et voilà, donc on sent qu'il y a un Open Challenge qui se prépare là en impromptu. Et on attend en plus, on attend. Et puis voilà, on se doute qui va arriver. De toute façon, il y avait peut-être un petit doute pour Thunder Rosa, mais bon, comme elle va être du côté de Collision, le titre TBS ne sera pas du côté de Collision, a priori. Donc voilà, donc c'est Statlander, voilà, Chris Statlander qui revient de blessure, on l'attendait depuis un petit moment. Et pour moi, de toute façon, c'était la seule qui pouvait détrôner Jade Cargill. Et en plus, je pense que c'était même elle qui était programmée depuis un petit moment pour la battre, pour la détrôner, mais bon, malheureusement elle s'est blessée, c'est tombé au mauvais moment, donc on a fait que reporter et repousser l'échéance. Et puis derrière, quand tu as ce genre de scénario qu'on a déjà vu dans le catch, voilà, pour le challenger qui arrive comme ça juste derrière un match, juste après un match, et en général cette personne s'impose, c'est normal. Donc ça a eu on a cru quand même qu'elle allait se prendre le Jedid, Statlander, mais elle évite ça. Et puis bon, son Big Bang Theory, son petit pile driver, et voilà, bon, c'est terminé, victoire. Voilà, enfin première défaite, quand même un petit événement, première défaite de Cargill, qui en était quand même à 60-0 à ce moment-là. Et donc enfin la deuxième championne de l'histoire du titre TBS, donc ce titre féminin. Chris Statlander, mérité, parce que c'est quand même l'une de leurs meilleures catcheuses, il faut quand même le rappeler. Donc je suis content, et c'est un bon moment, c'était un des bons moments de ce pay-per-view, il n'y en a pas eu beaucoup, donc il faut s'en satisfaire. J'étais plutôt content, voilà, la façon dont ça a été fait.
et puis ça protège un peu Cargill quand même parce qu'elle venait de faire un match derrière. Donc c'est plutôt bien réalisé. Pour le coup, j'ai pas grand chose à critiquer. On pourrait dire ah bah ouais quand même Statlander elle arrive et puis en 2 minutes elle bat la femme qui a été invincible pendant X années et qui a quand même gagné 60 matchs d'affilée. Mais oui, mais elle venait de faire un match quand même, donc est un peu diminuée. Voilà, l'autre elle arrive, elle est fraîche. Oh non, ça me gêne pas tant que ça. Enfin, si on devait faire ce reproche, pour moi, ça me gênerait pas tant que ça. Et puis bon, Statlander, c'est quand même une sacrée cliente. Donc voilà, ça va permettre d'avoir d'autres affiches et Cargill de faire autre chose. On verra, ça va être à un moment donné sur le titre suprême, l'autre titre féminin, qui finalement paraît moins prestigieux que le titre TBS, hein, mine de rien, alors que normalement ça serait censé être l'inverse. TBS devrait être un peu plus secondaire, et bien, finalement, jusqu'à maintenant, avec ce règne un peu à la Roman Reigns de la part de Jay Cargill qui paraissait invincible, bah finalement c'est le titre TBS qui a été beaucoup plus mis en valeur, hein, mine de rien, avec cette winning streak. Alors que les autres championnes All Elite ont été un peu plus transparentes, hein, malheureusement ces derniers temps, hein. Voilà, en tout cas, donc, ce nouvelle championne, donc un peu surprise, Statlander, mais bon, moi je m'y attendais. Enfin, je m'attendais plus en challengeuse pour débarquer après le match, mais pas forcément pour aller prendre le titre dans la foulée. Enfin, tant mieux, c'est un bon moment. Voilà, comme je le disais en introduction, ce qui est dommage, c'est que ça fait passer un peu Taya au second plan. Ça, c'est un peu dommage. C'est un peu ce que j'avais craint, alors qui n'est pas arrivé heureusement à Night of Champions, c'était, je l'en avais parlé dans mes pronos, c'était dans le cas où Belair conserverait face à Asuka, c'est que derrière une Charlotte Flair arrive, par exemple, hein, en tant que nouvelle challengeuse, ce qui aurait fait passer Asuka au second plan, j'en avais parlé, et ben l'ironie du sort fait que finalement c'est arrivé à Double or Nothing, voilà, bon, mais c'est un peu dommage pour Taya qui quand même est arrivée, elle a signé chez All Elite, hein, et puis bon finalement pour avoir une petite feud avec Cargill et ne pas arriver au bout, quoi, ne pas remporter cette ceinture. Bon, voilà, bon du coup il va falloir qu'elle passe à autre chose, quoi. C'est un peu dommage pour elle. Ouais. Mais bon, voilà, je suis content quand même pour Chris Statlander. Voilà, j'ai quand même mis un 3, c'est sympathique, hein, mais ça va pas au-delà. Franchement, c'est un peu le meilleur qu'on puisse tirer des matchs de Jade Cargill, hein. Après, tout dépend de ses adversaires, hein, vu qu'elle a vraiment pas beaucoup d'expérience encore. Donc après, tout dépend des filles qu'on lui met en face, hein. Donc je pense que si le match avait duré normalement, on va dire, avec Statlander, je pense que ça aurait pu être aussi correct, parce que Statlander aussi est une très bonne catcheuse. Voilà, maintenant on va passer au match suivant. NJF contre Jungle Boy, contre Darby Allin, contre Sammy Guevara pour le titre suprême de la All Elite Wrestling. Ce n'est pas le main event, hein, c'est un peu la surprise. Je m'attendais plutôt à voir l'Anarchy Arena en avant-dernier, juste avant donc ce match-là. Bon, pourquoi pas. Maintenant, bon, quand on voit le finish du main event, on peut se dire aussi que ça peut se justifier. En tout cas, voilà, c'était l'un des deux gros matchs que j'attendais, hein, personnellement. C'est quand même la fameuse affiche entre ce qu'on appelle les four pillars, hein, les 4 piliers de l'Elite Wrestling. En tout cas, c'est les quatre hommes qui vont être amenés à être l'avenir de la compagnie, hein, quatre catcheurs de très grande qualité et très prometteurs. Et voilà, ça a été construit autour de ça. Malheureusement, le build-up est parti complètement en vrille, hein, là, alors que c'était bien parti, hein, pourtant, hein, ils avaient fait ça, ils avaient commencé ça tôt en plus, ils s'y étaient pris à l'avance, et ça tournait autour vraiment des quatre. Chacun regardait les matchs des autres, il y avait des promos, donc chacun pouvait aussi s'exprimer, on laissait du temps, ce qui n'était pas forcément le cas dans le passé, notamment Darby Allin et Jungle Boy, on les laissait pas forcément tant parler avant, donc là ils avaient l'occasion de s'exprimer. Alors c'est pas génial, hein, on sent que c'est pas leur fort, mais au moins il y avait un effort pour vraiment les mettre tous en avant, et ça c'était bien. Mais voilà, il y a eu ce tournoi, c'était parti complètement en couille. Pourquoi faire un tournoi entre trois mecs? Et il y en a un qui a un bail, donc le mec il attend son adversaire, et puis les deux autres s'affrontent, et puis le vainqueur affronte l'autre en finale. Enfin, c'était n'importe quoi. Ils sont partis avec l'association MJF Guevara, moi je te paye, comme ça tu te couches pour moi. Enfin, on aura la finale MJF Guevara, on aura le match à Double or Nothing, et puis finalement non, Jack Perry, Darby Allin a affronté les deux autres, et s'ils gagnaient, ils s'ajoutaient au match dans un Fatal 4-Way. Enfin, comment? Mais l'art de se compliquer la tâche alors que tu avais une autoroute qui avait t'avais les 4 piliers. Tu fais un Fatal 4-Way d'entrée de jeu. Et voilà, tu piles de ton truc là-dessus. Pourquoi se compliquer la tâche à jouer la montre, à faire ça, quoi? Tu pouvais complètement rester là-dessus, quoi. C'est bon. Bref, voilà, ce build-up déjà, j'avais pas aimé. Ils étaient partis complètement en vrille.
Et puis bon, il y avait quand même du coup des éléments qui ont servi quand même durant le match, hein, dont je le parlais. Voilà, bon bah c'est un match vraiment, voilà, vous voyez 4,75, donc c'est un match vraiment, vraiment très exceptionnel vraiment dans son déroulé, dans tout ce qui s'est passé, et un enchaînement de prises incroyable. Hein, c'est indescriptible. Hein, on a eu beaucoup de spots, vraiment du spot, mais pas que. Voilà, parce que c'est pas que du spot fest. Il y a eu aussi de l'intelligence, il y a eu aussi d'un peu de psychologie. Il y a eu des graines plantées, il y a eu, je dirais, des clins d'œil, beaucoup de clins d'œil, et c'est ça que j'ai aimé aussi. Hein. Voilà, c'est pour ça que c'est pas qu'un simple spot fest. Hein. J'ai eu notamment aimé les phases justement la phase un peu mentor, c'est-à-dire que Jungle Boy qui porte le kill switch, hein, qui rappelle évidemment Christian quand il était avec lui avant qu'ils feudent ensemble, Guevara qui porte le codebreaker de Jericho, bien entendu, euh, MJF qui porte carrément le Crossroads, hein, parce qu'évidemment il était aussi associé à Cody Rhodes dans le passé, et puis évidemment Darby Allin qui porte le Scorpion Death Drop de Sting. Donc ça c'est tout ça qui s'enchaîne, donc ça c'est bien, et puis on aura un peu la même chose plus tard, avec une double soumission, le Scorpion Deathlock de Darby Allin, sur Jungle Boy, et Guevara qui porte The Walls of Jericho sur MJF. Donc là, encore une fois, hein, on fait un clin d'œil au mentor, donc ça c'était bien raconté. Et voilà, bon ben après, effectivement, il y a la phase un peu où tout le monde s'en prend à MJF, quoi, parce qu'on en a un peu marre de lui, c'est lui qui fout la merde. Et on tente de se débarrasser de lui, donc chacun lui porte un finisher. Voilà, donc mais après le problème c'est que évidemment c'est du chacun pour soi après, donc c'est pas parce qu'on se débarrasse du champion qu'on est tiré d'affaire, hein, parce qu'après il n'y aura qu'un seul gagnant à la fin. Donc forcément après il y a des échanges de roll-up, ça va dans tous les sens, il y a du suspense, des near fall, etc. Le match devient fou, il y a des gros spots, il y a le Spanish Fly de Guevara sur Allin, sur tout le monde à l'extérieur, holy shit, t'as les 4 après qui se mettent à genoux, qui s'échangent des coups, il y a la espèce de quadruple soumission là en même temps. Alors il y a des trucs qui font très chorégraphiés, hein, qui font un peu too much, hein, voilà, bon bah ça fait partie aussi un peu des codes du catch, hein, de temps à autre, hein, c'est normal. Voilà, des gros dives à l'extérieur, voilà, ça va vraiment dans tous les sens. Et puis vraiment le passage que vraiment j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à un moment il vient chercher sa ceinture, MJF, et qu'à un moment donné Guevara boum, il fonce dans MJF qui repart à l'extérieur, et sauf que la ceinture au passage elle retombe dans les mains de Jungle Boy, et là le public commence un peu à popper parce que du coup on se dit est-ce qu'il va vraiment être un peu méchant cette fois-ci, est-ce qu'il va donner un coup de ceinture à Darby Allin, est-ce qu'il va c'est un peu ça l'histoire, c'est que du coup est-ce qu'il est prêt à tout pour gagner finalement. Alors ça rappelle un peu c'était le match entre Punk et Hangman Page, hein, où si Page pouvait le faire aussi, il avait les ceintures dans les mains, il l'avait pas fait. Ça rappelle un peu ça aussi. C'est du coup il a la ceinture dans les mains, est-ce qu'il va le faire et puis finalement il jette la ceinture, il le fait pas, et puis bon finalement ça va lui coûter quand même finalement la défaite pour plus tard. Hein. Enfin en tout cas il s'imposera pas. Et donc ça c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour plus tard. Peut-être que ça va occasionner un heel turn, parce que là on se dit peut-être que si j'étais plus méchant, un peu plus sournois, peut-être que je serais champion à l'heure actuelle. Voilà, ça peut être une très belle écriture. Et puis du coup un peu plus tard il y a Darby Allin qui fait tomber durement Guevara à l'extérieur, hein, un peu d'ailleurs, s'il me rappelait un peu la blessure malheureusement de Mercedes Moné, hein, qui était tombée aussi de la troisième corde comme ça, et qui tente ensuite un coffin drop. Sauf que juste avant ce coffin drop, MJF récupère la ceinture et la pose intelligemment sur le ventre c'était de Jungle Boy, oui. Et le coffin drop est porté, mais du coup sur la ceinture, hein, donc il se prend la ceinture dans le dos, Darby Allin, et puis derrière le fameux headlock takeover, le simple headlock takeover qu'on a vu plusieurs fois aussi dans le match, hein, où Darby Allin avait tenté de le faire MJF avait tenté de le faire Darby Allin, on l'a vu 3 fois je crois juste avant. Et là, donc, on l'a pour la 4e fois, si je ne m'abuse. Et là, il s'impose comme ça, MJF. Et là, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bravo. Là, j'ai applaudi des deux mains, j'ai dit, brillant. Brillant, super finish, absolument parfait. C'était vraiment du génie. Voilà, c'est digne de MJF, quoi. Digne de MJF, hein, on finit avec de la hit, bien entendu. Et avec ce fameux headlock takeover, et puis c'est aussi un clin d'œil au match de Full Gear 2021 aussi entre Darby Allin et MJF, où MJF avait gagné comme ça, où il y avait aussi l'histoire qui était aussi autour de ça, où il avait aussi triché en portant un coup de Diamond Ring juste avant de porter ce headlock takeover, et justement il avait aussi tenté un coup de bague, hein, aussi juste avant d'ailleurs le finish, mais sauf qu'il s'était pris un coup de skateboard de la part de Darby Allin. Bon voilà, bref voilà, il y a des petits clins d'œil, et ce fameux headlock takeover qu'on aura beaucoup vu donc dans ce match. Voilà, match
match brillant, mais vraiment brillant, et pas que bourrin, on va dire pas que Spotfest. Il y en a eu un peu pour tous les goûts finalement. Tout le monde pouvait y trouver son compte. Pour ceux qui aiment plus les Spotfest, pour ceux qui aiment le coach un peu plus old school, un peu plus psychologique, avec des clins d'œil du passé. Voilà, on pense aussi aux plus anciens, et même Chris Candido aussi, auquel on pouvait penser. Hein. Il en a parlé Taz, hein, en disant que MJF était aussi un fan de Chris Candido lorsqu'il a porté cette grosse powerbomb de la troisième corde là. C'était aussi un clin d'œil donc à un move de Chris Candido. Bref, voilà, un match bourré de clins d'œil, et il y en a eu pour tous les goûts, et franchement j'ai adoré ce match. 4,75, une note très élevée, mais pour moi c'est mérité. C'était ce que j'attendais, voilà, pour montrer que c'était vraiment 4 mecs d'avenir, et ils le sont. Maintenant, moi, voilà, évidemment le résultat est sans appel et puis sans surprise, hein. Il fallait que MJF bien sûr conserve son titre, c'était évident, mais pour moi en face de MJF, t'as 3 mid-quart d'heure. T'as 3 bons mid-quart d'heure, quoi. 3 mecs qui ont pas du tout le charisme et les qualités nécessaires pour porter une ceinture suprême. Il y a que MJF parmi les 4 qui peut le faire. Parce qu'en plus, il a le talent au micro, il a la personnalité, et en plus, il se fait un bon physique, là, actuellement, hein. Il a un physique, quand même, hein, il s'est bien musclé, hein, depuis quelques temps, hein. Donc, voilà, il a vraiment le total package, hein, MJF, hein. Et il est très jeune encore, hein, donc le mec, c'est déjà un génie à son âge, quoi. Il sait tout faire. Il sait tout faire, c'est un très bon catcheur, et il peut tout faire, et il peut faire du old school, il fait des clins d'œil du passé, et c'est aussi un très bon performeur, quoi. Et il te vend un match, il te raconte une histoire. Il n'y a pas beaucoup de catcheurs, hein, qui sont capables de faire ça, hein, et surtout à son âge, hein. C'est quand même incroyable, hein. Et c'est pour moi, voilà, je m'enflamme pas, hein, en disant ça, mais pour moi c'est l'un des meilleurs au monde, un meilleur catcheur du monde. Parce que il arrive à tout combiner à la fois, en fait. Ce mec est complet, quoi. Ce mec est complet, quoi. Donc voilà, bravo 4 hommes, hein, qui ont vraiment été très très performants. Peut-être un Jungle Boy un poil en dessous des autres, un peu plus discret, je dirais. Voilà, mais Guevara, voilà, qui a fait quand même aussi pas mal de très belles manœuvres à haut risque, hein, comme il aime faire, qui annonçait d'ailleurs au début, alors on s'en doutait avec les pancartes, avec Tai Conti qui est arrivé avec sa robe, là je me suis dit dans mon avis, il y a peut-être Polichinelle dans le tiroir, effectivement, voilà. Donc une petite annonce sympathique pour la grossesse de Tai Conti, qui va, et du coup, bon, ça fait très babyface, hein. Du coup, Guevara, il a été quand même assez babyface dans le match, même s'il est rallié quand même à la JAS, hein, il reste toujours rallié au clan de Jericho. Voilà, en tout cas, voilà, c'était vraiment très chouette comme match, et enfin un grand match, hein, parce que là les matchs d'avant c'était quand même pas la folie, et ça faisait du bien avant évidemment la grosse anarchie, et on va parler justement du match suivant, le main event, l'anarchie in the arena match entre le Blackpool Combat Club et The Elite, hein. Voilà, un autre match qui était très très attendu, une stipulation qu'on avait déjà vue et qui avait été très très bordélique, hein. On s'en souvient, et on pouvait forcément s'attendre un peu à la même chose. Et déjà, j'avais constaté, déjà, c'était quelque chose que j'avais reproché la dernière fois dans le premier Anarchy in the Arena, c'était que il y a la musique qui avait continué, là, on avait entendu la musique qui continuait pendant un petit moment, et là ils ont fait pareil avec un groupe métalleux qui avait commencé à jouer le thème de Wild Thing, sauf que là c'était encore plus long, quoi, et c'est ça que j'ai pas aimé, c'est qu'en fait ça continuait à jouer pendant, je sais pas, ça durait facile, peut-être pas loin de 10 minutes cette affaire, et c'était beaucoup trop long. Du catch et de la musique en même temps, c'est vraiment pas un mariage qui va bien, hein. Et heureusement que les Young Bucks sont arrivés pour porter un double super kick sur le chanteur, parce que vu qu'il portait un t-shirt du Blackpool Combat Club, voilà, franchement à ce moment-là j'ai dit merci les Bucks, hein. Ça faisait du bien quand ça s'est arrêté. Et ce que j'avais reproché aussi dans le premier Anarchy in the Arena, c'était que il manquait justement ce split d'écran, puisque vu qu'il y avait du bordel à plein d'endroits différents, on pouvait pas tout suivre, quoi. Et là ils ont fait un petit effort quand même de faire des splits d'écran de temps à autre. Alors malheureusement ça n'a pas été toujours bien fait, on a quand même raté pas mal de spots, et puis même la caméra, on voyait que par moment on ratait des éléments, on passait à côté de certaines choses, donc il y a eu des petits problèmes de réalisation encore, hein. Ça c'était pas encore parfait. Voilà, effectivement, voilà, on a eu le gros bordel, hein. Absolument indescriptible, ça a saigné évidemment avec John Moxley, c'est obligé que ça saigne, des gros règlements de compte, voilà, plein d'échanges entre tout le monde, et Moxley Omega évidemment avec des petits clins d'œil aussi à leur combat dans le passé avec les barbelés aussi, voilà, il y a plein de choses, il y a eu des règlements de compte aussi, voilà, entre l'un des frères Jackson et puis Castagnoli dans le pick-up avec le pile driver, enfin il y a eu plein de choses, Matt Jackson qui s'absente, il revient,
et puis il avait des pétards finalement qui étaient accrochés à sa basket et boum, voilà, super kick avec les explosifs sur Moxley. Enfin là, il y a eu du too much. Hein. C'était souvent over the top. Hein. Faut pas, voilà, faut pas se le cacher. Maintenant, bon, c'est un gros bordel. À Narkins et Arena, il faut comprendre maintenant que c'est ça, c'est le principe de la stipu et ça plaira peut-être pas forcément à beaucoup de monde. On va dire je dirais aux poètes du catch et aux intellectuels du catch qui aiment bien plus les choses un peu plus psychologiques, hein, comme on l'a pu voir de temps à autre dans le match précédent par exemple. Mais c'est un autre style. Voilà, le catch c'est un éventail très très large de styles. Celui-là en est un autre. Et moi j'aime bien. Voilà, c'est très très fun. Tu poses ton cerveau et voilà, c'est pour ça que moi je préfère quand c'est ce genre de match en co-main event plutôt qu'en main event. Mais voilà, bon bah forcément vu que on s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe à la fin, c'est pour ça qu'ils ont mis ça en main event. Hein. Surtout qu'il y avait une histoire autour du heel turn, enfin le heel turn, en tout cas le turn de Don Callis sur Kenny Omega. Et donc du coup dans le style cage match et on attendait un peu plus d'en savoir un peu plus. Alors, il avait juste dit au micro que qu'Omega l'avait trahi, voilà, pour tout ce qu'il a fait après pour lui, alors qu'il avait façonné Kenny Omega, mais on savait pas vraiment ce qui lui reprochait exactement, pourquoi il l'avait trahi, et c'était ça qui manquait. Bref, en tout cas voilà, c'était très très sanglant, c'est parti dans tous les sens, hein, dans les éléments de décor, les armes en tout genre. Il y a eu vraiment beaucoup de choses, hein, je peux pas tout énumérer, hein, et puis voilà, il y a eu des petits clins d'œil, voilà, vu que la tenue d'Omega était un peu Captain America, voilà, quand il a pris le bouclier là, voilà, le couvercle de la poubelle en bouclier, voilà, moi ça m'a plutôt fait rire. Il y a eu plein de choses comme ça, voilà, les armes, il y en a eu en pagaille, vraiment, c'était un gros bordel, c'était exactement ce qu'on attendait, hein, et c'était aussi ce qu'on voulait. Il y a eu un petit temps mort aussi quand même à un moment donné. Bon, on sentait que c'était un peu plus compliqué là, quand l'avantage du Blackpool Combat Club, pardon, avec en Utah qui était un peu tout seul sur le ring à un moment donné. Mais il a été pas mal, hein, Utah, on l'a pas mal mis en avant quand même. Il a fait un save aussi très important à un moment donné. Alors ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'il se relève quand même, il se dégage du buckshot lariat d'Adam Page, hein, quand même le move quand même, le finisher ultime de l'ancien champion du monde. Quand même, Utah qui se dégage de ça, bon, ça j'ai trouvé ça un petit peu exagéré quoi. Mais ouais, sinon il a quand même montré aussi des choses. Il a été intéressant aussi dans son style. Un style différent aussi pour des mecs comme Castagnoli ou Danielson. Hein, c'est pas forcément là où il brille le plus dans ce genre de match un peu bordélique et un peu street fight quoi dans l'esprit, hein, c'est ça, c'est aussi ça. Mais voilà, bon, c'est des mecs qui ont passé beaucoup d'années à la VVE, donc dans des compagnies, dans une compagnie mainstream, donc ils peuvent aussi s'adapter à ce genre de choses. Hein, puis c'est pas la première fois qu'ils font ça. Voilà, puis Kenny Omega pareil. Voilà, donc et puis bah forcément il y a eu beaucoup de bordel, et puis bah forcément il y a ce passage qu'on attendait. C'était l'intervention de Don Callis. Et forcément, bah, ce moment où il donne le tournevis à Wheeler Yuta, finalement, et qui s'en sert sur Kenny Omega. Et puis bah, derrière, il y a quand même cet homme cagoulé qui intervient pour donner un coup de pied à Omega. Et puis derrière, Yuta qui utilise ouais, donc le tournevis pour frapper Omega avec. Et il est immobilisé avec sa seat belt, hein, son immobilisation, là, son espèce de roll-up, avec la jambe maintenue. Et 1, 2, 3. Donc énorme quand même sensation, c'est quand même. Alors pas le résultat, parce que pour moi c'était une victoire prévisible du BCC, hein, c'était pour moi le résultat qu'il fallait faire. Mais ce qui me surprend surtout, c'est quand même que c'est Wheeler Yuta qui fait le pin sur Omega. Quel cadeau! Quel cadeau quoi de la part de qu'on lui donne à Wheeler Yuta. Hein. Le petit jeune du BCC qui pin quand même le grand Kenny Omega. Ça c'était un sacré cadeau. Victoire protégée, hein, comme défaite protégée quand même pour Omega. Et puis voilà, ben donc un Takeshita qu'on avait reconnu, hein, même s'il était cagoulé, voilà, on le reconnaît. Puis c'était forcément lui qu'on attendait et qui se dévoile donc à la caméra en mode heel. Bon, c'est ce qui je savais qu'il allait le faire, qu'il allait tourner heel, mais j'avais un peu peur parce que Takeshita en heel, ouais, alors que c'était quand même un petit chouchou du public. Bon, on verra ce que ça va donner, mais en plus il dit pas grand chose lui. Hein. C'est un peu comme voilà, bah, comme beaucoup de japonais, mais bon, on verra ce que ça donne. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que il ne s'aligne pas véritablement avec le BCC. C'est pas très clair parce qu'à la fin du match, tout le BCC qui célèbre, mais on voit quand même Callis et Takeshita qui sont un peu en retrait quoi, et qui célèbrent tous les deux. Ils s'alignent pas quoi. On se dit pas
ah tiens, ils rejoignent le BCC. Donc il y a quand même en plus, je dirais, quelque chose de plus personnel. Puis il y a quand même aussi Callis qui étrangle à un moment donné Omega après le match. Donc c'est vraiment plus personnel. Il y a un règlement de compte et je pense que BCC finalement c'est pas eux qui vont, enfin ça va pas être un alignement, je pense, véritable. En tout cas, ça reste flou. Et bon, apparemment, ce qui a été dit post-match, hein, c'est qu'Omega fait une petite promo en disant qu'il allait, il avait deux potes qui pourraient ramener, deux potes qui ne sont pas à la AEW, qui pourraient ramener. Donc évidemment, on pense, bah c'est ce que le public pensait. Hein, et moi aussi, j'y ai cru lorsque Takechi est intervenu après le post-match, histoire de faire le nombre. Bah, c'est le grand retour de Kota Ibushi, enfin en tout cas la grande arrivée de Kota Ibushi du côté de l'élite, hein, évidemment le grand pote de l'élite. Non, c'était un Golden Lover avec Omega bah, il est pas arrivé, mais bon, dans l'histoire probablement que Kota Ibushi, qui en plus qui est libre, hein, on attendait son arrivée, hein, Kota Ibushi va arriver pour faire le nombre, et puis bah, et comme il a parlé de deux mecs, à mon avis, Okada serait le deuxième, puisque effectivement, on sait qu'à Dominion, hein, le gros pay-per-view, le SummerSlam de la New Japan qui va avoir lieu dimanche prochain, on va avoir justement le Blackpool Combat Club représenté par Moxley, Castagnoli, accompagné de Shota Umino, qui vont tenter de prendre les titres de trio, hein, les titres Never de trio, donc détenus par justement Ishii, Tanahashi et Okada. Justement, donc on pourrait se dire que à Dominion la semaine prochaine, on risque de voir peut-être l'élite intervenir pour faire perdre le Blackpool Combat Club en revanche, hein, en représailles, et du coup, bah, comme Okada est dans le camp d'en face, peut-être des retrouvailles, et peut-être justement que Omega irait récupérer au passage un petit Okada quoi dans sa valise quoi, et voilà ouais, du coup. Blood and Guts, on pense à Blood and Guts bien entendu après quoi. Donc voilà, alors c'est le truc qu'on peut envisager. Alors il y aura peut-être un mec de trop là, s'il parle de deux mecs, il y aura peut-être un mec de trop là du côté des Face. Quoique Shota Umino qui est du côté justement maintenant du BCC, bah ça peut être le sixième. Et puis voilà, on les a les six, hein. On les a, hein. On a toute l'élite avec du coup Ibushi Okada d'un côté, et le BCC avec Takeshita et Shota Umino de l'autre. Donc voilà, donc finalement on rajoute deux japonais de chaque côté. Et ça nous fait 6 contre 6. Il y a de quoi largement faire un Blood and Guts. Hein. Quand on a deux clans comme ça assez fournis, ouais, on sait très bien comment ça finit. Hein. Blood and Guts, hein, c'est ce qui va arriver à mon avis. Hein. Voilà un peu, on peut déjà se projeter hein, sur ce qui peut se passer. Donc évidemment, voilà, ça va popper, ça va vraiment popper sévère hein, quand on va voir Ibushi arriver, et même Okada, voilà. Et puis bah, il y a Forbidden Door. Peut-être qu'à Forbidden Door, ils vont le mettre ce Blood and Guts, hein. Aussi, hein, c'est possible, hein, sauf si d'habitude le Blood and Guts c'est un show spécial de dynamite, mais ils vont peut-être aussi l'insérer dans le pay-per-view Forbidden Door, hein, à voir, mais en tout cas voilà ça promet quand même de très très grosses empoignades et ça va aller très très loin, hein. Voilà, donc j'ai mis 4,5, un point en dessous du match d'avant parce que c'est moins psychologique, voilà, c'est un peu moins je dirais entre guillemets intelligent, voilà, parce qu'on pose plus on pose plus son cerveau de côté. Dans ce type de match, c'est fun, voilà, c'est fun. On se laisse aller, quoi. C'est du grand n'importe quoi, mais voilà, c'est du bordel assumé, quoi. Voilà, moi j'ai kiffé, voilà, c'était sympa. Parfois over the top, mais voilà, mais voilà, il y a malheureusement il y a que l'élite, hein, pratiquement, et MGF qui sont capables, et puis évidemment en le camp d'en face aussi avec Moxley et Castagnoli et Danielson en particulier. Il y a que ces mecs-là qui sont encore capables de raconter une histoire à l'élite, quoi. Mais ils sont pas nombreux malheureusement. Et c'est pour ça que je déplore ça de côté de Tony Khan, quoi. Il peut faire tellement mieux que ça. Je trouve ça vraiment dommage. Et j'espère qu'il laissera un petit peu, voilà, qu'il déléguera un peu et qu'il fasse confiance à ces mecs-là, quoi. Parce qu'avant l'élite, ils avaient beaucoup plus de poids et il faut leur donner les clés aussi. Hein. On parlait des 4 piliers juste avant, mais les vrais piliers, les vraies fondations, finalement, c'est l'élite, quoi. Il faut penser à l'élite. Cody est plus là, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, donc il y a Kenny, il y a les Bucks, Adam Page, et puis voilà, il y a ceux qui sont arrivés, donc qui connaissent quand même 2-3 choses en matière de catch, hein, Castagnoli, Danielson, enfin il y en a plein quoi. Et il y a des mecs backstage, même Christian, je sais pas, Mark Henry, le Big Show, ils ont aussi des choses à apporter. Ils ont Chris Daniels, bordel, ils ont Samoa Joe, enfin ils ont plein de mecs qui pourraient apporter quelque chose, qui pourraient donner leurs conseils, Jericho, enfin il y en a plein, et il faut vraiment leur faire confiance à ces mecs-là quoi. Et pour redonner des storylines et des choses, des belles histoires à raconter quoi. Il y en a des histoires à raconter quand on a un roster pareil. Me dites pas qu'on peut pas faire mieux que ça. Non, arrêtez. Je peux pas le croire.
Je ne peux pas le croire. Voilà, en tout cas, ça résume, voilà, c'est un long résumé, mais donc 3 étoiles pour le pay-per-view de manière générale, parce que tout le reste, à part ces deux gros matchs que j'ai vraiment kiffé, bah, il y a vraiment pas grand chose, quoi. Derrière, c'est plutôt une succession de matchs assez bof, assez weekly-esque, qui ont pas été vraiment à la hauteur d'un gros pay-per-view, quoi. Heureusement, il y a eu la petite lueur avec Statlander qui faisait plaisir, et donc ces deux gros matchs, mais sinon derrière pas grand chose, quoi. C'est, j'irais presque une coquille vide, hein, malheureusement, hein. C'était assez oubliable, et ça en fait finalement peut-être l'un des moins bons pay-per-view probablement l'un des moins bons pay-per-view de l'histoire de l'élite, hein, peut-être même le pire, hein. Je suis dur, mais c'est la réalité, hein. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour la review complète de Double or Nothing. On enchaîne maintenant avec la review de Night of Champions. Voilà le visuel, donc avec uniquement le poster avec la note globale du pay-per-view que vous pouvez voir actuellement. Je lui ai donné la note de 3,5, un pay-per-view auquel j'ai donc donné la même note qu'à Backlash, hein, mais si je devais les comparer, je dirais que j'ai eu une préférence pour Night of Champions, car si Backlash était tout de même très filler et très live event dans l'esprit, Night of Champions a eu le mérite de nous surprendre à bien des égards, hein, en se démarquant véritablement non seulement de Backlash, mais aussi de tous les shows saoudiens précédents, en provoquant pas mal de surprises, hein, ou de moments chocs, chose à laquelle on était peu habitué, hein, lorsque la WWE se déplaçait dans ce pays, comme pour finalement nous laisser passer un message, hein, nous disant que tout peut désormais arriver dans n'importe quel pay-per-view, et pas uniquement sur le territoire américain, mais aussi désormais en Arabie Saoudite, hein. On aura tout de même vécu dans la même soirée le couronnement du tout premier champion poids lourd de la WWE nouvelle version, la victoire surprise de Trish Stratus avec l'intervention totalement inattendue de Zoe Stark, la fin de règne historique de Bianca Belair qu'on n'attendait pas spécialement ce soir-là, et surtout l'implosion officielle de la Bloodline pour finir ce show en apothéose. Bref, un vrai pay-per-view fort en émotion et en moment. N'est-ce pas tout ce que l'on attend, hein, d'un pay-per-view après tout? Il a finalement manqué, je dirais que d'un niveau in-ring plus élevé dans la plupart des matchs, pour que ce show monte encore d'un niveau et vienne titiller les tout meilleurs de 2023. Car en fin de compte, j'aurais davantage réagi au scénario de la plupart des matchs, hein, plutôt qu'aux performances in-ring qu'on y a vu. En tout cas, un pay-per-view loin d'être le filler annoncé et qui rebat les cartes à l'approche des grosses échéances, hein, des échéances à venir, telles que Money in the Bank et SummerSlam. Et moi, ça me plaît, hein, de voir ça, car ça redonne un boost d'intérêt aux différentes weekly et ça permet de se projeter sur plein de scénarios intéressants possibles en termes de rivalité à nouer, de matchs à booker et de résultats à faire, hein. Bref, ce pay-per-view constitue pour moi, selon moi, un moment charnière, hein, pour la WWE, et c'est le moment de frapper un grand coup en capitalisant là-dessus et en nous offrant encore davantage de moments à émotion comme ceux que nous avons vécu à Night of Champions. Maintenant, si je dois aller donc dans le détail des notes, je vais vous montrer le graphique. Le voici. Rollins contre Styles, pardon, 4 étoiles. Stratus contre Lynch, 3 étoiles et quart. Gunther contre Ali, 3,5. Asuka contre Belair, 3,5 aussi. Ripley contre Natalia, pas noté, impossible. Rhodes contre Lesnar, 3 étoiles. Et enfin le main event entre Reigns Sikoa et Owens et Zayn, 4 étoiles et quart. Voilà, et maintenant on va passer donc au détail des matchs, on va aller assez vite. Rollins contre Styles, 4 étoiles donc. Bah, je ne m'y attendais pas, je m'attendais pas à le voir en opener, d'autant qu'il faisait partie des 3 mini-events annoncés, hein. Mais forcément quand tu vois l'affiche proposée, tu peux te dire que c'est une très bonne façon de lancer le show. J'ai vraiment assisté, en tout cas, à un très agréable match entre deux lutteurs exceptionnels. Les moves s'enchaînent bien, le match est bien disputé, c'est spectaculaire, et en plus on a du storytelling, hein, car Rollins va se tordre le genou gauche suite à un dive à l'extérieur. Du coup, il va vendre sa jambe jusqu'à la fin du match, de fort belle manière, jusqu'à s'écrouler même au moment où il allait porter un stomp. Edge va logiquement tenter de capitaliser avec son calf crusher, mais ça ne suffira pas, et Rollins s'enchaînera finalement avec un pedigree suivi d'un curb stomp cette fois-ci, complété pour donc un curb stomp complété pour la victoire. Rollins devient donc le tout premier World Heavyweight Champion depuis que ce titre a été remis au goût du jour par Triple H, hein, et quand on regarde le site de la WWE, c'est compté comme un nouveau titre, hein, et c'est pas la continuité des précédents titres poids lourds, hein, c'est le premier jour de règne, enfin c'est comme ça qu'il l'avait mis à ce moment-là, donc c'est vraiment un nouveau titre. Aucune surprise en tout cas pour le résultat, c'était le grandissime favori depuis le début, et ça me semble assez largement mérité qu'il s'impose, et malgré ce petit doute, hein, au vu de son tournage, hein, mais je le voyais tout de même de s'imposer. Vraiment dommage en tout cas d'avoir introduit SmackDown dans ce tournoi, car ça a largement mis à mal le suspense, et c'est bien le seul reproche que je ferai à cette finale. Mais ça fait plaisir de revoir AJ dans un ring, et on peut confirmer ses dires, il est toujours phénoménal. C'est drôle, hein, car j'avais mis 4,5 à chaud après avoir vu le match en live, et puis après l'avoir revu quand même, je l'ai trouvé
moins épique et moins flamboyant que ce que j'avais cru, d'où ma note plus basse de 4 étoiles, qui reste néanmoins très bonne. Hein. Il y avait encore la place, donc du coup je pense pour faire encore mieux que ça, très probablement, au vu de la qualité des deux catcheurs. En tout cas, bon, ça va faire du bien d'enfin avoir un champion mondial du côté d'Euro. Hein, ça va redonner de l'intérêt à la division rouge et j'espère qu'on aura l'émulation suffisante pour aller chercher Rollins dans les mois à venir. En ce qui concerne le match suivant entre Trish Stratus et Becky Lynch, j'ai mis la note de 3 étoiles et quart. Voilà, bon, bah, le match n'est pas extraordinaire, il est juste ok à mon sens. Et pour le coup, malgré la storyline, je ne dirais pas thank you Trish, hein, mais plutôt thank you Becky, car je trouve qu'elle aura beaucoup porté le match et œuvré pour mettre en avant les manœuvres de Trish, qui n'étaient pas toujours des plus réussies, hein, comme notamment la projection contre le poteau, où l'on voit bien que c'est surtout Becky qui fonce dessus, et aussi sur le traditionnel ciseau de tête de Becky, hein, avec appui sur les mains, où l'on voit bien que c'est Becky qui place les jambes de Trish autour de sa tête et qui accompagne le mouvement, hein, pour retomber au sol. En même temps, voilà, c'était le premier match en 1 contre 1 depuis SummerSlam 2019, hein, face à Flair pour Trish. Donc c'est donc normal qu'elle soit quelque peu rouillée, ça s'est vu. Cela étant, elle est bien moins rouillée que Lita en comparaison, hein. En même temps c'est pas bien difficile. Le match est parti en guerre de chiffonnière de temps à autre, hein, ce qui était logique au vu de la rivalité. Ils ont tenté de rendre les débats équilibrés au maximum. Quand j'ai vu qu'après un Disarmer et un Man in the Slam, Becky n'arrivait toujours pas à s'imposer, bah, je me suis dit que ça allait être compliqué pour elle de s'imposer. Et j'ai eu raison avec cette fin très surprenante, hein, où l'on voit Zoe Stark sortir de sous le ring pour venir retenir Becky et lui porter son Z360 et la ramener dans le ring avant que Trish ne l'achève avec son Stratus Action. C'est une erreur de prono de ma part, du coup, moi j'étais pas parti sur ça. Mais il est vrai que les deux résultats étaient possibles, selon qu'il comptait stopper la feud sur ce seul match ou bien la prolonger. Très franchement, je n'ai absolument pas vu venir cette intervention de Zoe Stark qui n'a juste rien à faire et rien à voir dans la feud depuis le début et qui commençait tout juste à écrire son histoire dans le main roster du côté d'Euro avec 2 victoires assez faciles, hein, face à Nikki Cross et Candice LeRae. Une nouvelle alliance féminine donc qui permettra à Trish de mettre en avant une jeune, c'est plutôt cool sur le papier, mais j'espère qu'on aura de bonnes explications du côté de Raw pour justifier cette alliance sortie de nulle part. Une fin de match qui peut teaser aussi un Lita Becky contre Stark et Stratus, ou un Stark contre Becky, ou un Becky contre Trish numéro 2 aussi peut-être à SummerSlam. Donc on va donc continuer de faire chanter Becky avant de la mettre sur le titre de replay. Probablement, hein, encore un programme d'attente qui s'allonge, qui se prolonge. Bref, le match est juste passable. Becky avait plus la casquette du ring général, hein, dans ce match, à l'image de son match face à Liv Morgan à Day One, hein, et elle m'a donné plus l'impression de descendre au niveau de son adversaire plutôt que de s'élever au niveau qui est le sien habituellement. Hein. Si elle devait affronter Stark prochainement, je pense qu'on aurait moyen de voir une Becky bien plus flamboyante, vu que Stark est quand même jeune et très talentueuse, et nul doute que là aussi, Becky sera mettre en avant son adversaire comme elle sait si bien le faire. Hein. Un 3 étoiles écart donc pour ce match passable, mais qui n'est que la première étape d'une rivalité en plusieurs épisodes, à n'en pas douter. Hein. Le match suivant, Gunther contre Ali, 3 étoiles et demie. Pour résumer, c'est exactement le match qu'il fallait faire, hein, aussi bien au niveau de sa durée, à savoir un peu moins de 10 minutes, qu'au niveau du respect du challenger, qui aura été respecté, donc, lui qui était le favori naturel des Saoudiens, en lui offrant donc plusieurs moments d'offense et en mettant un peu Gunther en difficulté de par sa vitesse et son explosivité. Évidemment, on finira ce match comme il se devait, avec un dur retour à la réalité pour Ali et cet enchaînement shotgun dropkick et powerbomb de Gunther pour venir briser les rêves d'Ali et logiquement conserver son titre intercontinental. À mon sens, on ne pouvait pas espérer mieux que ce match. Hein. Ils ont mis tous les ingrédients qu'il fallait et je suis content qu'il n'ait pas fait un squash car la tentation était grande, mais ça aurait été assez cruel pour Ali, hein, surtout auprès de tout un peuple qui le soutenait. Pas de surprise à l'arrivée donc, d'autant plus que Riddle, hein, on l'a vu, il s'annonce déjà comme son prochain challenger, et on l'a bien vu dans les derniers Raw qui ont précédé le pay-per-view, ce qui n'aidait pas non plus à croire en tant soit peu à la victoire d'Ali, hein, il faut bien le dire. Le match suivant, Asuka contre Belair, 3 étoiles et demie. Match assez étonnant, hein, bien des égards, hein, car finalement Asuka nous a spoilé le scénario de la fin du match dès son entrée sur le ring, hein, en se cachant l'œil avec sa main gauche, hein, comme pour déjà narguer son adversaire suite aux multiples mistes qu'elle lui avait portés précédemment, mais aussi une main gauche, hein, qui servira justement au finish du match, hein, j'en parlerai plus tard.
Ce match aura au moins eu le mérite d'être un peu différent de celui de WrestleMania dans la mesure où Asuka aura pas mal usé de mind game pour déstabiliser Belair, notamment en tirant régulièrement sur sa tresse afin de la faire sortir de ses gonds, sans oublier, comme je le disais, ces quelques mists crachés dans les shows et qui ont précédé et qui ont aussi servi à déstabiliser Belair avant même le début de ce match. J'ai certes moins bien noté ce match que celui de Mania, auquel j'avais tout de même donné une note de 4 étoiles, car celui de Mania m'avait paru, je dirais, plus axé sur le in-ring, avec une opposition de style entre l'athlétisme de Belair et la technique d'Asuka. Ici, je dirais qu'on a eu aussi cette même opposition de style, mais j'y ai vu davantage un duel psychologique qu'un duel physique. Du coup, la partie pure in-ring en a pâti quelque peu, ce qui explique ma note plus basse qu'à Mania, d'autant plus que le build-up était déjà défectueux et que cette feud traînait déjà en longueur. Et quand une feud traîne en longueur, et quand le in-ring passe au second plan, et qu'on a en plus une alchimie qui n'est pas des plus évidentes entre les deux lutteuses, et bien forcément la note s'en ressent aussi. Le match reste globalement correct, on a deux bonnes catcheuses dans le ring, quelques belles manœuvres, une Belair mise en difficulté d'un point de vue psychologique, et parfois à deux doigts de se faire disqualifier d'ailleurs, et malgré un premier mist qu'elle va éviter en se baissant après que l'arbitre JC Kakar ait tenté de séparer les deux lutteuses, Asuka va faire preuve d'une certaine ingéniosité en mistant sa propre main gauche, cette fameuse main gauche donc dont je parlais tout à l'heure, pour venir l'appliquer sur les yeux de Belair pendant une tentative de KOD, avant de venir donc l'achever avec un kick en pleine face et un autre derrière la tête. La surprise est totale. Le public est choqué et moi donc. Le règne de record de Belair s'achève donc après 419 jours. Asuka vient prendre donc le 3e titre d'Euro de sa carrière et donc on peut le dire, c'est historique. C'est le tout premier changement de titre solo chez les femmes qui change donc demain en Arabie Saoudite. C'est la première fois que ça arrive, alors qu'à Crown Jewel 2022, le précédent show saoudien, c'était la première fois qu'un titre féminin changeait de main de manière générale. Lorsque Kai et Sky avaient récupéré les titres tag aux mains de Bliss et d'Asuka, justement, encore Asuka, mais là, cette fois-ci c'est la première fois que ça arrive en solo. Joli clin d'œil du destin, donc, que ce soit encore Asuka. La patte Triple H n'y est sans doute pas étrangère et on sent que les shows saoudiens deviennent de moins en moins fillers et c'est plutôt une bonne chose de se dire qu'une surprise peut survenir même en Arabie Saoudite. Ça aurait été en tout cas ma seconde et donc ma dernière erreur de pronostic dans tout ce pay-per-view, et c'est vrai que le doute était permis dans ce match car le fait de redonner de façon assez gratuite un rematch à Asuka pouvait sous-entendre que quelque chose allait se passer, mais je n'aurais jamais osé tenter ce pari fou, surtout que SummerSlam approche à grands pas et il y avait aussi la possibilité d'un échange de ceinture symbolique étendu entre Belair et Ripley. C'était aussi quelque chose auquel on aurait pu penser, même s'ils aiment bien aussi VVE planter des graines et sans que rien ne se passe. Voilà. Bravo en tout cas à VVE sur ce coup-là. Ils auront créé un sacré moment ici et avec un finish des plus originaux, car personnellement je n'ai jamais vu ça auparavant, et je ne suis même pas sûr qu'un Great Muta ou un Great Kabuki avait déjà fait ça auparavant. Même si je trouve regrettable que ce finish ait lieu alors que Belair avait déjà évité le Mist à Mania et il n'y avait donc plus lieu de prolonger l'histoire, c'est quand même le dire. J'aurais davantage apprécié ce finish s'il avait eu lieu justement à WrestleMania, à WrestleMania et non un mois et demi après. Ça arrive un peu tard quoi. Maintenant, si je dois voir le côté positif des choses, c'est qu'après un tel finish, on a une énorme ouverture pour un heel turn potentiel de Belair, ou du moins un changement de personnalité, en se disant peut-être qu'il faut peut-être davantage user de sournoiserie pour être une grande championne, et non pas seulement compter sur ses simples capacités athlétiques. Bref, je trouve ce résultat intéressant quand même pour la suite, et j'ai hâte de voir comment Belair va évoluer prochainement. Et évidemment, la perspective d'une feud Asuka contre Io Sky autour du titre est également sur la table, et j'ai très hâte de voir ça. 3,5 donc pour ce match qui n'était pas un très grand match en soi, mais qui néanmoins entrera dans l'histoire d'une certaine façon. Le match suivant, Ripley contre Natalya, non noté. C'est évident, un match que je n'espérais pas voir d'ailleurs à Night of Champions et qui aurait largement suffi à Raw à la base. Évidemment, ce match est juste innotable donc en l'état, vu qu'il n'aura duré qu'une minute 10, soit autant que le temps écoulé entre la présentation des deux catcheuses par Mike Rom et le moment où la cloche aura sonné pour lancer le match. Dominique a distrait Natalya dès le début de match, et Ripley aura juste défoncé Natalya du début à la fin, lui écrasant la tête contre la table des commentateurs et en la projetant plusieurs fois contre les escaliers d'acier avant de l'achever avec un coup de boule et sous Riptide. Voilà, c'est tout, clair, net et précis. Natalya n'aura même pas porté le moindre coup, elle n'aura pas vu le jour, et mon sentiment d'après-match fut le même que celui d'avant-match, à savoir qu'on n'avait vraiment pas besoin de voir ce match à Night of Champions et qu'on aurait pu largement s'en contenter à Raw. Il n'y avait quasiment pas de build-up,
le défi lancé en plus par Ripley à Natalia en pleine promo d'Apollo Crews à Raw était quelque peu maladroit et la hype était en plus inexistante. Ripley continue d'être buildée forte et comme un réel danger, et ça c'est bien le seul intérêt qu'on pourra trouver à ce match, mais vu le scénario du match et la distraction de Dominique dès le départ, il serait même pas surprenant qu'on ait droit au rematch à Raw, quitte à bannir Dominique du ring cette fois-ci, et histoire de redonner une chance à Natalia. Voilà, bon, qu'elle gagnera pas bien sûr. Bon anniversaire au passage à Natalia, qui fêtait ses 41 ans le même jour que le match. Elle s'en souviendra en tout cas de cet anniversaire. Bref, ce match est juste une note de bas de page et on ne va pas s'éterniser sur cette parenthèse. Le match suivant, Cody Rhodes contre Brock Lesnar, 3 étoiles. Évidemment, il faut rappeler un élément de contexte important que je n'avais pas lorsque j'ai fait mes pronos, c'est qu'à Raw, Lesnar est venu sauvagement attaquer Cody backstage en lui éclatant le bras gauche, ce qui rendait hypothétique sa participation à Night of Champions, mais évidemment, Cody n'a rien lâché et a tenu absolument à participer, malgré les avertissements de Triple H venus en personne le raisonner. Du coup, avant ce match, on pouvait se demander comment Cody pouvait s'en sortir avec un bras en moins, et personnellement, je voyais encore moins Cody s'imposer après ça, car battre Lesnar 2 fois de suite, d'une part, et d'autre part avec un seul bras, c'était juste too much, et personne n'y aurait cru, quoi. Et comme je disais dans mon dernier morceau catch, j'attendais quelque chose de différent du match de Backlash, quelque chose qui me permettrait de m'enthousiasmer un peu pour cette rivalité, voire de me donner envie d'en voir davantage, et je dirais que mes vœux ont été à moitié exaucés, positivement dans le sens où Cody a comme souvent mis en avant l'esprit de old school qui le caractérise et auquel il tient tant, notamment en gardant son bras levé lorsque l'arbitre vient voir s'il ne s'est pas évanoui pendant la Kimura de Lesnar, et de manière générale en tentant de nous raconter une histoire, celle du héros à l'américaine faisant preuve d'un grand courage, voire d'une certaine folie, pour venir se mesurer à nouveau à une bête comme Brock Lesnar, surtout avec un bras gauche en moins, un bras en moins. Sur cet aspect-là, je dirais que j'ai apprécié ce match. Mais il y a aussi un autre aspect qui pour le coup m'a beaucoup moins plu, c'est le problème vraiment patent de selling au bras de la part de Cody, qui a plusieurs reprises à utiliser son plâtre son plâtre en titane là comme arme pour venir frapper Lesnar avec, chose déjà assez limite en termes de respect des règles, mais qui une fois ces coups de plâtre portés ne vend absolument pas son bras derrière, quoi, comme si finalement son bras ne se portait très bien ou que son plâtre rendait son bras complètement insensible à la moindre douleur, quoi. Bref, ça j'ai pas trop aimé. Et secondo, en termes de suspension consentie d'incrédulité, j'ai quand même bien du mal à croire qu'une légende du MMA comme Brock Lesnar ne parvienne pas en 2 tentatives quand même de Kimura à faire abandonner Cody Rhodes. Surtout la première prise, ça va durer très très longtemps, et en plus, d'autant plus qu'il était justement censé avoir un bras déjà en compote, Cody, quoi. Donc là-dessus, très franchement, pardonnez-moi, je ne peux plus suspendre mon incrédulité, et c'est là que je suis aussi forcé de revoir la note de ce match à la baisse, car j'étais plutôt parti sur un 3 étoiles 25 à la base, soit la même note qu'à Backlash. C'est quand même too much comme scénario, et on retombe dans les quelques travers du Cody de la All Elite Wrestling qui ont aussi expliqué pourquoi le public tenait tant à ce qu'il turn heel, quoi, chose qu'il ne fera d'ailleurs jamais au final. Cody aime ce genre de scénario un peu à l'américaine, jouer les héros qui connaissent des hauts et des bas et qui sont même capables de toucher le fond pour finalement revenir petit à petit à force de courage pour à nouveau tutoyer les sommets. C'est ni plus ni moins que cette histoire qu'il est à nouveau en train de nous raconter, et il est fort, il est fort à parier qu'on aura un match 3, donc c'était ce qu'on envisageait, potentiellement à SummerSlam et dans un match STP pour clôturer la feud, et que Cody remportera cette feud, car il faut qu'il finisse cette fichue histoire, et sa fichue histoire, voilà, finish history, et qu'il vienne chercher le titre mondial qu'il est de toute façon destiné à gagner, mais pas tout de suite, mais il va le faire. Faut qu'il en baffe quand même avant tout, pour que l'histoire n'en soit que plus belle à l'arrivée, du moins. C'est l'effet recherché, mais bon, n'ayant pas réussi à battre Reigns à Mania, je fais malheureusement partie de ceux qui n'auront pas spécialement d'émotion lorsqu'il décrochera ce titre mondial, car pour moi le train est déjà passé. En tout cas pour moi, la bonne personne à gagner en la personne de Lesnar, et ce match 3 paraît logique pour occuper Cody, à l'image de ce qui est fait actuellement avec Becky Lynch. C'est aussi des programmes d'attente. Et enfin, le main event, Reigns, Sikoa contre Kevin Owens et Sami Zayn, 4 étoiles écart.
À l'image du match trio de Backlash, hein, et même du Kevin Owens Sami Zayn contre les Usos à Mania, ce match ne ressortira pas nécessairement comme un énorme match d'un point de vue in-ring, mais c'est à nouveau le storytelling qui aura en grande partie fait ce match en mode pilotage automatique. Hein. Le build-up de ces dernières semaines avait déjà largement fait le boulot avant d'aboutir à ce match, et nous étions dans un contexte très tendu, avec une bloodline qui n'a jamais été aussi près d'exploser, un Roman Reigns tendu, un Jimmy pas loin de craquer, un Jay qui tente de tempérer tout ça, et un Solo dont on ne sait jamais ce qu'il pense, et dont on sent que lui aussi est prêt à dégoupiller à tout moment, hein, si le moindre élément venait à le contrarier. Hein. Encore un match très bien construit, avec d'abord un Reigns comme d'habitude à l'économie, très suffisant, qui fait le minimum syndical en faisant faire le sale boulot par Sikoa, et en entrant de temps à autre dans le ring pour se dégourdir les jambes, en se défoulant sur un Sami Zayn ultra babyface, hein, en Arabie Saoudite, à l'image de Mustafa Ali, mais longtemps mis en difficulté dans cette première partie de match. Le tag sur Kevin Owens est très efficace, et Owens redynamise la foule, avec notamment un beau duel avec Reigns, et une belle séquence hein, où Owens réussit à lui porter un stunner, mais Reigns rebondit dans les cordes immédiatement pour enchaîner avec un gros spear sur Owens. On passera ensuite à un autre duel entre Sami et Solo, avec un très beau tope con hilo de la part de Sami, suivi d'un Blue Thunder Bomb, et même d'un Helluva Kick, mais Reigns viendra faire le save, hein, sans qu'on l'ait vu, hein, c'est la même remarque ici que celle que j'avais faite pour Backlash lors du Triple Threat pour les titres US, lorsque Theory avait brisé le pin de Reed. C'est important hein, d'avoir le bon plan de caméra, histoire de préserver le suspense hein, lorsqu'un tombé est réalisé et que durant un match à plusieurs. Évidemment, comme tout match de Reigns qui se respecte, hein, on aura eu le traditionnel ref bump qui était franchement très prévisible et que j'ai vu venir plusieurs secondes d'ailleurs avant qu'il n'arrive, au vu du placement de l'arbitre. Et évidemment, ce ref bump permet de faire intervenir les Usos qui, même s'ils n'étaient pas conviés à ce match, hein, étaient largement pressentis pour venir passer une tête et venir changer le cours du match. Mais là où l'écriture est fantastique, c'est lorsque, par mégarde, les Usos portent un double super kick sur Solo après une esquive de Sami et que l'on voit alors Reigns à genoux à l'extérieur du ring en train d'assister à ça. Sauf qu'évidemment, là où l'écriture est incroyable, c'est que l'on voit Reigns seulement voir le double super kick des Usos sur Solo, mais sans avoir vu que juste avant, Zayn avait évité le coup à la base, faisant alors croire à Reigns que ce geste était délibéré de la part des Usos, ce qui forcément va faire sortir le Tribal Chief de ses gonds, hein, venir repousser Jimmy et houspiller Jay en le repoussant à son tour, ce qui sera alors le geste de trop hein, pour Jimmy, qui ne pourra plus se contenir et portera alors un super kick à Reigns sur une énorme pop hein, du public, d'un public à la fois heureux et abasourdi. Jay tentera de raisonner son frère, mais Jimmy va dire à Jay qu'il a fait ce que Jay aurait dû faire depuis bien longtemps, mais qu'il le comprend, hein, il le soutient, avant de porter un second super kick même à Reigns. Jimmy dira alors à son frère, c'est toi et moi à présent, hein, nous sommes les seuls, les uniques, hein, we are the ones, et non Roman, et je ne t'aurais jamais fait un truc pareil moi, et je suis ton frère, et non Roman, il faut qu'on parte maintenant, faut qu'on parte, et voilà, et tandis que Roman gît au sol à l'extérieur, bah Solo revient dans le ring, en titubant, ce qui profite aux champions qui enchaîneront avec un stunner de Wentz, suivi d'un Helluva Kick de Zayn sur Solo pour la victoire. Résultat évidemment attendu, mérité, et qui me semble être le meilleur choix dans le cadre de la storyline, mais cela dit, j'ai été très surpris de voir la Bloodline imploser sous nos yeux dans ce pay-per-view, chose que je n'attendais pas forcément tout de suite. En tout cas, cela va dans le sens d'une rumeur qui disait que Solo et Reigns affronteraient les Usos au Money in the Bank, et ça me semble effectivement bien parti pour arriver. Et qui sait si le cash-in n'interviendra pas le même soir, à cause des Usos, voire à cause de Solo, lui-même, ce qui serait une écriture à la fois envisageable et cohérente. Bref, en vous résumant ce match, hein, comme je viens de le faire, on voit à quel point le storytelling est venu sublimer ce match, et comme il s'agit de la meilleure storyline depuis des années, à la VVE, et que ce moment est tout de même historique, et fort en émotion, bah, je suis obligé de donner un 4 étoiles écart à ce match, car c'est un énorme moment que l'on vient de vivre, et surtout en Arabie Saoudite, quoi. Donc lieu autrefois considéré comme le lieu des shows fillers. Donc une vraie tendance forte hein, donc, qui ressort clairement de ce pay-per-view, comme je vous le disais en introduction de cette review. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur Night of Champions, et voilà comment je pouvais conclure cette double review. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Hein. J'ai encore fait long. Hein, j'espère que vous m'écouterez quand même au plus grand nombre. Si la All Elite ne vous intéresse pas, bah, vous pouvez avancer le curseur et arriver directement sur Night of Champions. Et de la même façon, à l'inverse, si c'est plus All Elite qui vous intéresse, bah, vous écoutez la première partie de la vidéo et vous arrêterez avant pour Night of Champions si la vidéo vous intéresse moins. Bref, vous faites comme vous voulez. Évidemment, moi je préférerais que vous écoutiez les deux, hein, forcément. Voilà, mais en tout cas, j'espère que vous écouterez au moins l'une des deux reviews en entier.
En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup et n'oubliez pas surtout pour me soutenir de liker cette vidéo et j'espère que vous vous abonnerez aussi à ma chaîne, que vous pourrez aussi en parler peut-être à vos amis, hein, s'il y a d'autres amis qui pourraient être intéressés par le catch. Hein. N'oubliez pas voilà, de relayer tout ça, ça me ferait très plaisir. Et donc on se retrouve du coup fin juin, pour donc le 25 juin pour les pronostics de Money in the Bank et le top 5. Voilà, ça, vu que j'ai fait cette double review, ça permettra d'avoir un morceau catch plus allégé dans un mois, hein, c'était aussi ça le but, et puis voilà, pouvoir réagir à chaud sur les deux pay-per-view là qu'on vient de voir. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, portez-vous bien, passez un très bon mois de juin, continuez à voir du catch, hein, profitez bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch, et zéro miedo. Ciao à tous.